Des gens qui sont complètement fétichistes Des pieds. panards. T'en as pas marre qu'on te parle tout le temps de ça? Moi, je pense que si tu n'as rien à te reprocher, tu n'as pas de difficulté à assumer qui tu es. T'avais monté une structure juridique Oui. et du coup, en fait, t'as été obligé de gérer la procédure de liquidation. Donc, Tu non, fais non. un salaire à 15 000 personnes. Avec Gaspard, on a dit on reverse 50% de la commission au parrain. J'attendais les résultats des rattrapages du master de droit. C'est marrant, les gens parlent beaucoup des pieds. Des pieds, ah ouais, c'est non, vrai. mais ils font un peu chier ces process parfois. On vit dans la société, en fait. C'est quand même très compliqué aujourd'hui sur Internet, Ouais. ce sujet d'anonymat. Mais pour le coup, ça va complètement à l'encontre de ce qui se passe aujourd'hui. On le voit avec Telegram. Ça va Ouais. être super dur de négocier avec toi de la pub sur ces réseaux sociaux. Maintenant, Non. je les laisse gérer, puis C'est ils vrai. gèrent ça mieux que moi. Pourquoi j'en ferais plus? En fait, ce qu'il faut, c'est que je passe à l'étape d'après. Et donc, en fait, si je dépense le moins d'énergie possible et que ça me permet de faire plein d'autres choses après, pourquoi pas? Moi, je peux commencer un peu à te présenter rapidement. En fait, Pierre, t'es stéphanois. Et t'es pas lyonnais, parce que tu m'as dit tout à l'heure, en fait, je suis à côté de Lyon et il y a une vraie guerre entre les Stéphanois et les Lyonnais, quand même, pour le foot. Ouais, Ouais, un peu. ouais. Moi, j'en suis loin maintenant. Ok. Et t'as eu un parcours entrepreneurial avant d'arriver en fait à cofonder avec ton associé Gaspard en fait cette boîte qui connaît une croissance complètement dingue qui s'appelle Mime et en plus avec des sujets hyper sulfureux parce que vous avez du contenu monnayé aussi sur l'application qui sont destinés aux adultes, c'est ça? Destiné à tout le monde, mais dont on tolère effectivement le contenu adulte. Donc, il faut se méfier des utilisateurs de la plateforme. Il faut être certain de la majorité pour accéder à ce type de contenu. Et on a en capacité de le faire, mais on l'accepte. Et j'ai halluciné parce qu'en fait, moi, j'avais cette image en fait de Mime, d'une boîte en forte croissance, etc. Puis toi, en plus, tu es très à l'aise dans les médias, etc. Enfin, tu vois, tu as une façon de raconter l'histoire de Mime que je trouve qui est passionnante, tu vois, et qui permet en fait de croire qu'on peut y arriver à faire de la croissance et à se développer sans avoir de business plan, etc. Enfin, tu vas me raconter tout ça. Et puis, moi, je suis allé voir ce que c'était du coup Mime. J'en ai discuté autour de moi. Et en fait, j'avais pas conscience à quel point en fait le contenu adulte, en fait, c'est un contenu, je dis pas qui est sur le côté, on va en parler, mais en tout cas, c'est pas celui qui est le plus important sur la plateforme. Et ça, pour le coup, j'ai halluciné. C'est-à-dire que je sais pas si c'est un problème d'image que vous avez aujourd'hui avec ce contenu pour adultes et comment tu gères ça. Mais en fait, moi, j'ai trouvé que c'était pas forcément un contenu qui était extrêmement présent sur la plateforme. Et pour le coup, je sais pas ce que ça représente aujourd'hui chez vous, mais il y a plein de choses. Enfin, c'est assez dingue. D'ailleurs, si tu veux apprendre des choses, aujourd'hui, vous avez des supports qui sont beaucoup plus professionnels qu'on peut se trouver sur les plateformes gratuites et avec des gens donc, qui sont spécialistes dans les domaines. Alors oui, tu as raison. C'est un peu différent des plateformes traditionnelles sur lesquelles on poste, on fait des lives qui sont très orientés. Nous, on a une approche très content-centric. Nous, notre but, c'est de permettre à n'importe qui d'aller gagner de l'argent sur la plateforme. C'est la promesse. Alors après, Ok. encore faut-il que les créateurs soient travailleurs, publient du contenu et du contenu de qualité. Après, nous, notre taf, c'est de leur offrir un bassin d'audience suffisamment intéressant pour que des utilisateurs puissent les trouver avec des recherches, des mots-clés, avec un discover ou un fil d'actualité. Donc ça, c'est notre promesse. C'est de dire, tu viens avec ton talent ou ta communauté. Si tu n'as pas de communauté, tu viens juste avec ton talent et l'envie de publier du contenu et de le monétiser, et tu verras, tu monétiseras. Et ça marche. Aujourd'hui, on a 200 000 créateurs. À peu près 15% de ces créateurs génèrent des revenus tous les mois. Ceux Ok. qui n'en génèrent pas, c'est des créateurs qui ne sont pas très actifs, voire pas du tout, Ok. si on était honnête. Je vous arrête 2 minutes. Déjà, merci d'écouter ce podcast. Je suis très heureux en fait de vous faire partager des invités d'exception qui nous partagent toutes leurs recettes pour progresser. On a à cœur avec mon équipe en fait de pouvoir inviter toujours des gens qui sont le plus inspirants possible. Et pour ça, on a besoin de vous pour progresser. On a besoin que vous mettiez 5 étoiles et on a besoin que vous mettiez un like et que vous vous abonniez. Je vous dis encore une fois merci et on repart pour apprendre. Mais on a un peu moins de 30 000 créateurs qui, tous les mois, sont capables de vivre de leur passion, qui est un peu notre claim, c'est permettre aux créateurs de vivre de leur passion. C'est le but de la plateforme. Et pour revenir à ce que tu disais, on a une vraie promesse qui est d'être universelle. C'est-à-dire qu'on permet à n'importe qui de venir. N'importe qui, c'est-à-dire que tu peux être un ex-candidat de télé-réalité, tu peux être un créateur lifestyle, tu peux donner des cours, faire des formations ou effectivement avoir du contenu réservé à un public majeur. Tout le monde peut venir sur la plateforme.
Ça, c'est la promesse. En revanche, il faut bien l'encadrer. Au même titre que tu prends Canal+, tu peux regarder du foot et regarder du contenu aussi pour adultes. Les univers cohabitent très bien, mais il faut le faire intelligemment. Et là, vu que tu es sur le digital, il faut être en capacité, justement... C'était plus facile avant, d'ailleurs, sur Canal+, parce que moi, j'ai essayé avec des passoires à l'époque, tu vois. Ouais. T'as connu toutes ces techniques. Et puis, on se passait sous le manteau les cassettes, etc. Tu vois, c'était un vrai sujet. Alors que chez vous, en fait, il y a un process pour pouvoir accéder au contenu qui est juste délirant, quoi. En fait, Tu disais, ce contenu-là, dont on parle, ouais. qui parfois fait un peu l'objet de débats sur la marque, c'est un contenu qu'on n'affiche pas. Mm. Il y en a, on l'accepte, on le tolère, mais comme il y en a sur toutes les plateformes sociales gratuites, Ouais. soyons très honnêtes, il ne faut pas qu'il y ait d'hypocrisie non plus. Nous, il n'y en a pas en interne. Par contre, ce contenu n'est pas mis en avant. Tu dois prouver ta majorité pour y avoir accès. Chaque créateur de contenu fait l'objet de ce qu'on appelle un KYC. C'est que KYC, c'est Know Your Customer. Chaque créateur doit prouver son identité, sa majorité. On ne paye pas un créateur quand on ne sait pas qui il est exactement. Ça, c'est un truc classique. Quand tu ouvres, par exemple, un compte bancaire en ligne, tu fais ce qu'on appelle un KYC. Ouais, bien sûr. Chez Mime, c'est pareil. Il y a de l'argent, il y a de la monétisation, il y a du contenu qui est publié. Il faut s'assurer que le contenu appartient bien au créateur qui le poste. Il faut s'assurer que les virements opérés par Mime sont bien opérés sur le compte bancaire du créateur lui-même. Il faut s'assurer, nous, que le créateur est majeur. Voilà. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on fait et qu'on fait bien. Et le contenu en lui-même, comment vous le modérez ? Je me suis posé cette question-là. Je me suis dit, est-ce que Pierre, en fait, il se fait des journées à mater des trucs qui peuvent être, tu vois, tendancieux toute la journée, tu vois, quand tu rentres chez toi ? Il y a tout comme contenu qui transite sur la plateforme. Alors, tu vas rire. Quand on a lancé le projet, on en parlait tout à l'heure en off. Effectivement, on a été deux pendant très longtemps avec Gaspard, qui est un pote et qui est mon associé sur ce projet, qu'on a lancé fin 2018 quand on a fait notre premier POC. On était chacun soit salarié, soit lui, il était entrepreneur, il avait son agence. Au départ, tout de suite, on s'est dit, on va modérer tous les contenus. On n'est pas en capacité de faire une plateforme et qu'il y ait de la monétisation sans avoir la main sur ce qui transite. Ouais, bien sûr. Alors, pour l'anecdote, ce sont nos femmes de l'époque, enfin, moi, celle de l'époque et l'actuelle de Gaspard, qui nous ont aidés à modérer le contenu. Ah ouais, ok. Parce qu'il y en avait trop et que nous, on était plus concentrés sur le produit, sur le développement de la boîte, sur le customer care, enfin, sur tous les sujets, sur la prospection de créateurs, etc. Et puis sur le développement. Et donc, on avait créé un back-office. Et donc, chaque contenu photo-vidéo qui transitait sur la plateforme... Ah ouais, il était regardé par un de vous quatre. Voilà. Wow. Ouais, c'est très chaud. Ça, c'est quelque chose qui a eu lieu pendant... Moi, je l'ai fait au départ. Ah ouais. On l'a fait ensemble. Nos compagnes de l'époque l'ont fait pendant près d'1 an. Et puis, très vite, on a identifié des solutions qui pouvaient nous accompagner, qui sont des solutions de modération basées sur l'intelligence artificielle. Okay. Mais comment tu vis ça Puis après, je te promets, on passe à autre chose, parce que j'imagine, tu vas m'en parler, mais en fait, t'en as pas marre qu'on te parle tout le temps de ça, justement, de ces contenus sulfureux qui sont une partie de votre contenu, tu vois. Mais comment tu ressors d'une journée où tu as passé une grande partie de ta journée, en tout cas une partie de ton temps, peut-être 1 heure ou 2 heures, à mater, tu vois, des choses déjà que tu n'as pas envie et qui correspondent pas. Tu veux dire quand on faisait la modération ? Ouais. Bah, en fait, surtout à cette époque-là, il y avait tout type de contenu. Et puis à la fin, machinalement, tu vois, on avait aussi beaucoup de candidats de télé avec des petites ou des grosses communautés et qui venaient sur la plateforme et qui pouvaient aussi vendre du contenu plus personnalisé à des fans, à des abonnés. Donc c'était du contenu. Voilà, nous, ce qu'on voulait vérifier, c'était la légalité du contenu. C'était ça le plus important. Et on était en capacité assez rapidement de voir si c'était légal ou pas. Mais très vite, on a mis l'outil d'IA. Et ça, toi, tes études, elles t'ont aidé à ça ou pas du tout ? Pas du tout. Ah ouais, ok. Non. Parce que toi, tu as fait, tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu as fait des études de droit ? Oui. Ok. Et en fait, non, ça t'a pas du tout été du coup au démarrage sur ces sujets-là, ok ? Non. Parce que tu n'allais pas en cours ? En fait, j'y allais pas beaucoup. Si j'étais très honnête avec toi, j'ai jamais été épanoui dans mon cursus universitaire ou scolaire. C'est quelque chose qui m'a toujours déplu. Maintenant, je l'ai fait. Tu vois, moi, j'ai toujours eu mes années, mais raduc, tu sais, comme un sauteur de haie. Je frôle la haie, mais je la passe, si tu veux, mais je ne la saute pas 1 mètre au-dessus. Ça a été toute ma vie, ça. Lycée, fac. Et puis après, j'ai fait un 3e cycle dans une école de commerce à Lyon, qui s'appelle le Lyon. Mais tu sais, quand tu dis ça, ça me fait penser avec mon fils. Et en fait, je pense qu'il est brillant. Il n'y a pas de doute, la preuve en est, c'est que toi, aujourd'hui, vous réussissez de manière incroyable avec Gaspard.
Et en fait, je me suis posé souvent la question, j'espère qu'il va pas écouter ça, mais en vrai, est-ce que c'est pas lui qui a raison, tu vois? Moi, je sais qu'il est en capacité de, et en fait, il passe toujours à ras, quoi, tu vois, en se disant, en fait, ça passe. Et tu vois, j'ai eu une discussion avec lui où il me disait, papa, en fait, pourquoi j'en ferais plus? En fait, ce qu'il faut, c'est que je passe à l'étape d'après. Et donc, en fait, si je dépense le moins d'énergie possible et que ça me permet de faire plein d'autres choses après, pourquoi pas? Bon. Ah, tu sais, je sais plus qui disait, mais c'est un classique qui disait souvent les gens feignants, je parle pas de moi, hein, peu importe, mais tu parles de ton fils, mais ça peut être une preuve d'intelligence parce que ça t'oblige à faire les choses, parfois en dernière minute, trouver les solutions les plus rapides pour résoudre ton problème ou pour avancer, Ouais. parce que tu sais que tu veux le faire soit dans la dernière minute, soit avec le moins de temps possible. Donc ça t'oblige à trouver les raccourcis pour tout. Et toi, c'était ça? Ouais, clairement. Oui, je pense. Je te dis pas que je suis quelqu'un de brillant, mais de feignant certainement un peu. Mais ça dépend dans quoi. Je, je suis besogneux Ok. sur beaucoup de sujets. J'ai parfois une tendance à procrastiner, ça je sais. Et par contre, je suis aussi capable de délivrer beaucoup. Voilà, mais quand tu es entrepreneur, il y a un moment de toute façon, si tu es un véritable entrepreneur, je suis pas en train de donner des leçons de morale, tu sais, sur l'entrepreneuriat. Ça, Ouais. c'est pas ma came du tout et je fais pas partie de ces gens-là. Mais ce qui est sûr, c'est que ça doit pas être une contrainte de taffer tout le temps. C'est-à-dire que tu es libre de ton agenda, évidemment. Tous les gens à leur compte te le diront, c'est ton cas. Et c'est le cas de tout le monde, c'est le cas De Julien de aussi. Julien qui nous accompagne ici. C'est qu'à un moment donné, tu sais que c'est ce qui te fait bouffer. Ouais. Et tu dois pas voir ça comme une contrainte. C'est-à-dire que ce soit tes week-ends, tes vacances, mais tous les gens te le disent en général. Ou alors c'est des fumistes, mais Ouais. t'as pas le choix. Nous, c'est en tout cas, c'est ce qui nous a animés. Moi, j'ai été salarié pendant des années. Un peu contraint à l'époque, mais je me suis pas posé la question. Contraint parce que je voulais entreprendre en sortie d'école. C'est ce que tu as fait d'ailleurs. Si on parle un petit peu de ton parcours, donc tu fais des études de droit international, c'est ça, à Lyon? Ouais, je fais un master en droit interne. Ouais. À Lyon, pour À le Lyon coup. 3, Ouais, ok. à la manufacture des tabacs. Ok, ouais, je vois bien parfaitement où c'est. Et ensuite, tu montes tout de suite ta première boîte. Bah, après, je fais mon master à l'EM Lyon. Ok. Je suis content parce que je suis pris. Pour l'anecdote, je suis pris dans ce master, ça n'intéressera pas tout le monde, mais je suis pris dans ce master alors que je suis en attente des résultats de mon master de droit international. Et on me dit, si tu ne valides pas ton master en droit international, ta place, elle saute à l'EM. Parce que, voilà. Et donc, Mais elle j'attendais- saute en fait une place hypothétique puisque tu l'as pas encore. Bah ouais, j'ai Ouais. quand même commencé, j'ai fait quand même, j'étais sur le campus de l'EM, mais j'avais une petite goutte parce que j'attendais les résultats du master de droit. Incroyable. Et j'attendais les résultats des rattrapages du master de droit. Et voilà, C'est génial. je me rappelle, moi j'ai commencé d'attaquer le master entrepreneurial à l'EM Lyon et j'ai un pote qui m'appelle qui était à la manufacture des tabacs qui regardait les résultats de mes rattrapages et qui me dit enfoiré, tu l'as. C'est bizarre, C'est qui je ce pote? comprends pas. C'est- C'est Julien qui, je crois, lui ne l'a pas eu. Lui, Ah ouais, sans- putain, merde. Mais moi j'ai eu 9-9 et des points jury, donc c'est vraiment passé raduc, mais c'est passé. Voilà, ça c'était la parenthèse. Et pour revenir à ce que tu disais, oui, j'ai voulu lancer un projet. J'étais incubé à l'EM Lyon pour un projet entrepreneurial dans le digital, Ok. qui était une app mobile. Au départ, des apps, il y en avait très peu, qui permettaient de géolocaliser tes amis Facebook en temps réel. Et il y avait un volet qui permettait de visualiser sur l'application toutes les micro-promotions, donc les promotions de courte durée, autour de toi, sur une map. J'ai eu un client, c'est devenu un très très bon pote qui s'appelle Seb, qui avait fait l'école Bocuse et qui gérait l'Ouest Express, qui Ok, était ouais. un restaurant, Connu la à Lyon. restauration rapide Ouais. à Lyon. Et puis voilà, c'était si tu présentais l'appli, tu avais un café gratuit, donc je le remercierai toujours parce que ça a été mon seul et unique client sur ce projet. Ok. Projet que j'ai avorté, que j'ai dû liquider. Et donc ensuite, il a fallu que je rebondisse. Liquider, ça veut dire que tu avais monté une structure juridique et Oui. du coup, en fait, tu as été obligé de gérer la procédure de liquidation. Oui, qui a duré quelques mois. Ça a été Ah assez ouais, ok. rapide. On est allé assez vite parce que globalement, il y avait quelques dettes à épurer bancaires, mais c'était assez propre. Et ça, c'était à la sortie de tes études, c'est-à-dire que tu étais incubé à l'EM. Mm. Et ensuite, après, derrière, quand tu rentres dans la vie active, tu es déjà sur ce projet-là. Exactement, je suis incubé Ouais. sur ce projet-là en fait. Ok, d'accord. Voilà. Ok, Le M m'a incubé pour ce projet. ok, Bref, j'ai liquidé et puis ensuite, je suis parti à Paris pour bosser. ok, Et je me suis retrouvé commercial en régie publicitaire mobile. ok. Donc j'ai vendu de la pub sur des apps mobiles. Et c'était quoi? C'était qui tes clients là sur En fait, tu sais, dans l'univers de la pub, tu as ce qu'on appelle les Big Five. C'est Ouais. des grosses agences médias, donc Mm. Havas, Publicis, OMD, Groupem et autres. Et donc moi, je gérais au départ Havas. D'accord. Et Donc mono-client? Eux gèrent, si mon point de contact c'était Havas, et au sein d'Havas,
ils ont un portefeuille de clients, d'annonceurs ultra variés. Je sais pas, tu pouvais avoir, je me rappelle même plus, j'avais Havas et OMD, 2 agences, tu avais McDo, tu avais Renault, tu avais PSA, Ok. tu avais l'Armée de Terre. Enfin, il peut y avoir plein de clients différents qui sont gérés par ces agences. Et donc, mon but, c'était d'avoir des budgets et de diffuser des campagnes publicitaires sur les applis qui étaient en régie dans notre régie. Ok, d'accord. Voilà. Ok, et ça, t'es resté combien de temps? Et j'ai dû faire 4 ans dans cette boîte, 1 an dans une autre, et puis ensuite 4 ans dans une autre boîte qui était un Mais lead. toujours dans ce domaine. Ouais. C'est-à-dire, ok, d'accord. Dans la publicité, ouais. Et ça t'a servi dans ton expérience d'aujourd'hui? Alors oui, et ça pour le coup, ça m'a vraiment servi. Classique, hein, tes expériences pro, elles te servent plus que tes études, si j'étais très cash. Ça m'a servi parce qu'il y avait une véritable analogie entre Mime, où je dois gérer un bassin de créateurs qui, eux, vont être générateurs de valeur, parce que c'est eux qui, dans un premier temps, quand on a lancé Mime, faisaient venir, tractaient leur communauté, leurs followers sur Insta, Snap et autres. Et moi, ma dernière expérience en tant que salarié, c'était dans une régie pub, mais là, je devais faire venir des publishers médias, des sites web médias. L'équipe, But Football Club, Le Monde, enfin tous les gros médias, qu'ils soient premium ou pas premium. Et une fois que j'avais ces marques médias-là, les commerciaux pouvaient vendre ensuite l'espace publicitaire parce qu'on avait des arguments forts pour les annonceurs. Ouais, bien sûr. Si tu veux annoncer sur Le Monde, bah, passe par moi sur ces formats publicitaires. Et en fait, tu gères aujourd'hui chez Mime tes créateurs comme je gérais la relation avec mes publishers à l'époque. Ouais, d'accord. C'est-à-dire leur promettre des revenus. Ok. Parce que moi, Le Monde ou Paf le Chien ou Closer, notre objectif, c'était de leur garantir des revenus publicitaires. C'est la même chose chez Mime. Sauf qu'avec Mime, aujourd'hui, vous êtes plus en capacité de pouvoir traquer la data qui permet de mesurer exactement en fait, le chiffre d'affaires qui est généré par... Faux. Ah ouais, c'est vrai? La publicité, surtout à l'époque où j'y étais, Ouais. tout était traqué. Autant il y a 15 Ah ouais. ans, c'était le Far West. Parce que moi, ma première boîte, je monte un magazine gratuit au début de la presse gratuite À Lyon. à Lyon. Ouais. Ouais. C'était le C'est tout quoi, début, Métro Lyon. Moi, ça s'appelait Neox, le magazine que je sortais. Donc, ça parlait de la culture urbaine. C'était le début de la presse gratuite où on avait une présence justement de la main à la main dans les salles de concert, etc. Et en même temps aussi, on avait développé un site internet, ce qui était assez nouveau à l'époque, sur lequel en fait on pouvait consulter les magazines en ligne, etc. Enfin, ça va paraître complètement délirant aux jeunes qui nous écoutent, mais à l'époque, en fait, pour avoir les horaires de cinéma, il fallait avoir un magazine en main. Il fallait qu'on ait quelque chose en fait qui nous T'avais explique. pas allé au ciné à l'époque? Ouais, il n'y avait pas encore tout ça, tu vois, à l'époque, Ok. tu vois. Moi, je te parle des années 2000, il n'y avait pas encore tout ça. C'était en fait le frémissement de tout ça. Et donc, il fallait sortir le mercredi parce que c'était les jours de sortie des salles de cinéma et donc où il y avait les horaires de cinéma. Donc, nous, on sortait tous les mercredis. Et en fait, à cette époque-là, en fait, la promesse qu'on faisait en disant achète-nous de la pub dans notre magazine, c'est parce que justement, tu vas toucher immédiatement ton audience parce qu'on le distribue de la main à la main et que pour le coup, en fait, on sait qu'on va toucher directement ta cible. Mais encore une fois, les calculs, je me rappelle à l'époque, qui étaient un peu fumeux sur le nombre de lecteurs qu'il y avait et le retour sur investissement de la pub. En vrai, personne n'en savait rien, quoi. Tu vois. Alors, tu as raison. Alors, c'est marrant. Et alors, petite anecdote, pour les gens qui peuvent écouter ce podcast, c'est vachement intéressant parce que moi, je l'ai appris. Dans l'univers de la publicité digitale, qu'elle soit web ou mobile, web mobile ou dans les apps, aujourd'hui, on est en 2024, tous les événements sont traqués. Ouais. Ce qui fait que tu sais tout. Aujourd'hui, quand un annonceur diffuse sur un média, Ouais. tu sais évidemment ce que tu affiches, le taux de visibilité, parce que tu as des pixels de tracking sur la visibilité, okay, des pixels d'impression et de visi. Tu sais combien de temps le regard est posé sur la pub, globalement. Tu sais qui est la personne qui regarde. Tu sais tout, parce que tu vas afficher sur des audiences très spécifiques. C'est ce que tu vas exiger auprès du média ou de la régie qui va représenter ta marque. Tu sais qui clique, si c'est un vrai clic, quel est le taux de rebond si le mec clique et fait machine arrière derrière. En fait, tu sais tout. Donc aujourd'hui, tu peux acheter de la pub qu'à la performance si tu as envie. Et il faut savoir, pour encore les gens qui écoutent ce podcast, que toute la publicité maintenant s'achète aux enchères. C'est-à-dire, Comme les Google Ads, c'est ça que tu veux dire? C'est-à-dire qu'en fait... c'est pareil. Ouais, exactement pareil. Globalement, tu sais que quand tu es un média, tu vends tes espaces publicitaires, que ce soit de l'interarticle, que ce soit du bas de page, du haut de page, de l'habillage, ce que tu veux, ou de la pub mobile. Globalement, à part les campagnes au forfait, tu es avec 100% de part de voix, genre je t'achète sur Vogue toute la publicité parce que je suis Garlin. Mais sinon, globalement, les espaces sont vraiment achetés aux enchères par les annonceurs.
Voilà, je bide temps sur cet emplacement et celui qui bidera le plus remportera l'affichage. Globalement, c'est ça. Et tu sais que donc ça veut dire que quand tu communiques aujourd'hui, que tu es annonceur, tu as quasiment un ROI qui est défini au départ. Oui, C'est ça que tu dis. tu peux avoir Ouais. Le but, c'est maintenant, quand tu es annonceur, c'est vraiment de piloter ta campagne et ta diffusion. Alors au départ, tu fais des tests, tu ajustes pour savoir si tu es sur les bonnes audiences, etc. Mais oui, globalement, tu vas exiger ça auprès justement des médias sur lesquels tu diffuses. Et ce que je veux dire pour répondre à ta question, c'est que j'ai appris beaucoup de choses, notamment, et je les salue, Addictive, la dernière boîte AdTech où j'étais, parce que c'est une boîte qui s'est très bien structurée, qui a adopté beaucoup d'outils, notamment des outils de data-vis, des outils analytiques, qui a structuré des véritables équipes de data scientists ou de machine learning engineers. Et aujourd'hui, on reproduit avec Gaspard et avec nos équipes, on reproduit ce schéma-là qui nous aide énormément et qui est indispensable au développement de la boîte. Et ils vous aident, vous, ou il aide les créateurs à ce qu'ils viennent chez vous plutôt que chez les autres? Alors, il nous aide, nous, dans un premier temps. Ouais. Pourquoi Aujourd'hui, il y a un outil qu'on utilise, un outil de DataVis qui s'appelle QuickSight, qui est un outil justement d'Amazon, Ouais. et qui nous permet d'analyser toute la data de la base de données, absolument toute, et d'en tirer plein de conclusions. On est capable, alors il y a des trucs de base, mais l'idée c'est de pouvoir justement monitorer toute notre activité, que ce soit sur les abonnements, que ce soit sur les taux de churn, pour savoir qui sont nos meilleurs utilisateurs, qui sont nos best performers en tant que créateurs, quelle est la performance de ce créateur versus ce créateur, pourquoi lui performe et pas lui. On sait tout aujourd'hui. Et ça, vous le partagez avec vos créateurs? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'ils reçoivent tous les mois Oui. en fait, un rapport de leur Exactement. performance? Ouais. Nous, on affiche on a des dashboards pour les créateurs dans Ouais. leur espace personnel. Ils sont capables d'avoir pas mal d'informations sur leurs utilisateurs et des informations de performance sur eux, ce que eux font sur la plateforme, sur l'évolution de leur parc d'abonnés, le taux par exemple de churn de leurs abonnés. Ça va être aussi, ça va être quoi? Ça va être, tu sais, sur Mime, tu peux faire de l'argent de plusieurs manières. Tu as les abonnements. Ouais. Donc les gens s'abonnent, tu choisis ton prix d'abonnement et les gens s'abonnent à ton profil. Ça débloque ton profil et les utilisateurs ont accès à tout ton profil, dont le chat. Tu as aussi ce qu'on appelle les pay-per-view. Tu sais, tu payes au contenu, c'est du one-shot. Ok. Et donc, tu peux soit vendre un contenu média dans la messagerie avec ton abonné, avec ton fan. Tu peux aussi vendre et pousser un contenu média avec un prix fixe, libre à l'abonné de débloquer ce contenu ou pas. D'accord. Et puis, tu peux aussi répondre aux demandes des fans qui vont t'écrire dans la messagerie pour te demander un média spécifique. Et puis, le quatrième volet, c'est comme un shop où le créateur peut publier des contenus photos ou vidéos. Et là, c'est à l'utilisateur, à l'abonné de l'acheter ou pas. Dans tous les cas, il faut être abonné. Et donc, la porte d'entrée, c'est d'abord c'est l'abonnement. En fait, ça ouvre, c'est la porte d'entrée en fait vers tous les créateurs de Mime, c'est ça, hein? Oui. Donc au Mime aujourd'hui, si toi tu devais définir en fait ta plateforme, c'est quoi Mime exactement? Quelle est sa grande mission et qu'est-ce que vous faites? Alors Mime, c'est une plateforme qui permet aux créateurs de contenu de vivre de leur passion. Ça, c'est vraiment la promesse qu'on leur offre et de le faire de manière complètement indépendante, complètement autonome. Vocation universelle et pas d'anonymat. Ça, c'est des choses qui sont importantes chez nous. Universel, c'est que globalement, tout le monde, absolument tout le monde a sa place sur Mime. Pour gagner 100 € par mois, pour gagner 1000 ou pour gagner 100 000 € par mois. Tout le monde a sa place, clairement. Et sans anonymat, ça fait partie de notre mindset. C'est qu'aujourd'hui, on en a un peu marre des plateformes. Tu sais, on entend tous, toi t'es papa, je le suis aussi, Gaspard Lay, on est une boîte où on a beaucoup de parents aussi chez Mime. Et on a vraiment envie d'avoir une boîte où les haters ne sont pas permis, où tous les contenus à risque, violents, menaçants, dangereux, n'ont pas la place sur la plateforme. Et c'est pas possible. Donc le fait déjà d'avoir une plateforme sans anonymat, je peux t'assurer que les utilisateurs de la plateforme comme les créateurs changent complètement d'attitude. Ouais, je comprends complètement. Moi, je suis un partisan et un militant en fait du fait qu'en fait on peut pas avoir d'anonymat sur Internet comme on peut pas avoir d'anonymat en fait quand on va voter, quand on vit dans la société. En fait, c'est quand même très compliqué aujourd'hui sur Internet, ce sujet d'anonymat. Mais pour le coup, ça va complètement à l'encontre de ce qui se passe aujourd'hui. On le voit avec Telegram, c'est-à-dire que c'est une plateforme sur laquelle on ouvre complètement la possibilité de pouvoir faire ce qu'on veut et sans qu'il y ait aucun contrôle. Toi, tu penses quoi de ces sujets-là?
Moi, je pense que si tu n'as rien à te reprocher, tu n'as pas de difficulté à assumer qui tu es. Je suis assez d'accord avec ça. Et je pense qu'il faut de toute façon militer pour aller dans ce sens-là. Euh, Quel que soit le contenu qui transite sur la plateforme, du moment que le contenu est légal et qu'on est capable de bien l'encadrer. C'est nécessaire. Et c'est nécessaire parce que, tu vois, tu parlais de Telegram, il peut y avoir des dérives sur les plateformes justement gratuites, 100% gratuites, et parce qu'elles sont gratuites, les gens parfois les utilisent pour monétiser en dehors de la plateforme, et parfois des choses qui ne sont pas forcément dans le cadre de la légalité. Ouais, complètement. Ouais. Donc, Je comprends exactement ce que tu veux notre dire. but, c'est de mettre en place des outils qui permettent de monétiser. Donc, c'est quand même pas rien, Ouais. la monétisation, parce que c'est nouveau. Hein. Tu sais, c'était un parti pris de dire, tu fais une plateforme et tu redistribues la valeur. Nous, on capte pour pouvoir faire tourner la boîte, pour pouvoir vivre, pour pouvoir assurer la sécurité des créateurs, pour pouvoir modérer les contenus. Tout ça a un coût, clairement. Pour avoir un service client aux petits oignons, ça a un coût. Tu vois, on a une vingtaine de personnes justement qui assurent cette relation client et la modération. Ce chiffre va grandir en fonction de la boîte aussi. Mais c'est un service de qualité. Quand tu es sur du tout gratuit, tu dépends de la pub. Et la pub, on sait jusqu'à présent que tous les modèles économiques basés sur la pub pour les réseaux sociaux, la valeur, elle n'est pas redistribuée, elle est captée par la plateforme, qui crée de la valeur aussi parce qu'elle offre une expérience pour les utilisateurs. Mais en termes de répartition de valeur pour les créateurs, les plateformes essayent de changer un peu leur modèle et de redistribuer parce qu'elles voient que c'est une exigence des créateurs de contenu. Et puis je pense que là où tu as raison, c'est que quand c'est gratuit, aujourd'hui, il n'y a pas la même... on ne fait pas les choses de la même manière quand c'est gratuit. Quand c'est gratuit, ça n'a pas de valeur, il y a un manque de responsabilisation, etc. Quand on paye, d'ailleurs, on est beaucoup plus exigeant. Hein. Là-dessus, c'est complètement vrai. Et du coup, il y a une question que je voulais te poser, après, c'est-à-dire que c'est assez étonnant. C'est-à-dire que toi, tu viens du monde de la pub, et en fait, tu prends complètement le contre-pied, quand même, malgré tout, de ça. C'est-à-dire que vous avez, d'entrée de jeu, fait en sorte que cette plateforme, elle soit payante. Et ça veut dire que ça a été un parti pris, et ce qui vous a permis, en tout cas, d'immédiatement, en tout cas, faire en sorte qu'il y ait un business model rentable, c'est ça ? Il a été rentable dès le premier jour, c'est ça qui est fou. Nous, il a fallu mettre en ligne une plateforme. Ouais. Et le luxe a été qu'on a été capable de la développer nous-mêmes. Gaspard a été capable de la développer parce que Gaspard sait coder. Okay. Et ça, c'est un luxe incroyable parce qu'il sait coder depuis qu'il est tout jeune, vraiment autodidacte sur le sujet. Donc, on a eu très peu de dépenses en propre au départ. Mais très vite, ça a été juste à nous de convaincre les premiers créateurs à adopter la plateforme. Et eux, ensuite, ont adopté leur communauté à s'abonner à leur profil. Donc, les premiers revenus sont venus comme ça. Donc, c'est venu de manière... Et qui c'est qui faisait le job ? C'est toi qui faisais le job en appelant les créateurs à l'époque en disant, en fait, je lance une plateforme, etc. Ouais, c'est ça. Si tu peux nous en parler 2 minutes. C'était qui, du coup ? Comment tu les appelais ? Comment tu les joignais ? Il y avait beaucoup de personnes, justement, beaucoup de créateurs de contenu issus d'émissions de télé qu'on contactait, des petits, des anciens, des nouveaux, enfin qu'on contactait sur Instagram. Instagram, ça a été vraiment le premier levier d'acquisition. Ah oui, d'accord, ok. C'était vraiment, globalement, de la prise de contact répétée. C'était des centaines et des centaines par jour. Ah oui, ok. Donc ça a été comme ça. Et c'est encore le cas aujourd'hui ? C'est-à-dire quand vous faites de l'acquisition de créateurs de contenu, même si aujourd'hui vous existez en France, on va en parler de votre croissance incroyable, vous continuez à faire ce travail-là d'acquisition via les réseaux sociaux ? Ouais. Alors oui, en fait on le fait de 2 manières. L'acquisition, elle se fait par de l'acquisition paid. Ouais. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle du growth marketing, Ouais. aller chercher de la croissance par des leviers d'acquisition en payant. Okay. Donc ça, on a une équipe qui est gérée par Johan chez nous, et on a des personnes qui vont justement, toute l'équipe va utiliser tous les leviers d'acquisition Meta, Snap, Google, YouTube, et on va diffuser des annonces publicitaires pour justement faire de l'acquisition de créateurs. Ça va être super dur de négocier avec toi de la pub sur ces réseaux sociaux. Maintenant, je les ai gérés, puis je gère ça mieux que moi. Mais il faut faire de l'acquise créateur, il faut faire de l'acquise utilisateur, chose qu'on ne faisait pas avant. Là, maintenant, notre but aussi, c'est d'apporter quelque chose de nouveau aux créateurs, c'est de leur dire, on va aussi t'aider à avoir des utilisateurs sans que tu capitalises uniquement sur ta communauté précédente. Okay. Et donc, notre taf, si demain on veut se lancer sur un marché, par exemple, je te dis n'importe quoi, on va se lancer au Brésil ou en Allemagne, évidemment, il faut faire de l'acquisition de créateurs locaux. Mais pour aussi avoir des créateurs locaux, il faut leur garantir une communauté. Une audience, et une audience locale. Oui, tout à fait. Et donc, aujourd'hui, voilà, c'est les deux qu'on doit faire ensemble. Et donc, tu as cette partie, c'est la partie growth, où là, on va faire de l'acquisition, justement, payante.
Et puis, on a notre équipe commerciale. Alors, notre équipe commerciale, elle se compose de 2 personnes aujourd'hui, et jusqu'à peu 2, parce qu'on était avec un commercial jusqu'à la semaine dernière, puisque maintenant, on a un head of sales qui nous a rejoint. Ok. Et l'idée, c'est de structurer le département commercial, qui n'existait pas vraiment à date, avec des SDR dans des zones géographiques qu'on a identifiées comme des secteurs de croissance. Ok. Par exemple, comme des zones de croissance. Tu as l'Amérique latine, je l'évoquais, Ouais. donc Brésil, Argentine, l'Allemagne, qui est un pays qu'on a identifié comme étant vraiment une zone de croissance évidente pour nous pour plein de raisons. On peut en parler si besoin. Ouais, carrément. Ça m'intéresse parce qu'en fait. Et les US. Ok. Juste, je reviens sur la courbe de croissance de Mime qui est complètement délirante. Tout à l'heure, quand tu es arrivé, je te disais, c'est incroyable, votre croissance, elle est folle. Tu me disais, ouais, il y a beaucoup de problèmes qui sont associés à ça. Tu peux me retracer cette courbe de croissance depuis 2019 où vous montez effectivement Mime jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 6 ans après, c'est ça 5 ans après 5 ans 6 ans. Ouais, 6 ans. Ouais, 6 ans. Globalement, en fait, la fin 2018, quand on lance, c'est vraiment c'est un POC. Et puis, on commence justement à essayer de voir comment ça fonctionne, comment on encaisse les solutions de paiement. Et on découvre cet univers. On fait quelques dizaines de milliers d'euros sur la fin d'année. Mais là, on sent qu'on touche quelque chose en 2019 parce que ça se lance. Ouais. Et puis, il y a une petite croissance même. Il y a le taf qu'on fait avec Gaspard sur le recrutement. Et puis, il y a de la croissance organique aussi. Et donc là, on a un volume d'affaires qui est de 3 millions. Déjà, tu vois, c'est des gros chiffres et on est très impressionnés nous-mêmes. Incroyable, 3 millions, tu vois, c'est déjà... L'année d'après, x 10, on processe presque 30 millions. Alors, c'est du chiffre d'affaires comptable, mais c'est du volume d'affaires. Il y a un volume d'affaires, mais il y a quand même une marge qui est prise sur chacune des prestations qui est faite. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est pas comme un budget à traiter. C'est ça qui est différent. Peut-être qu'il faut expliquer. C'est-à-dire que moi, je suis un annonceur, je veux te confier un budget de 10 millions. En fait, on a déjà négocié ensemble quelle était la part que tu vas prendre sur ces 10 millions. Là, vous, sur chacun des opérations qui sont traitées, il y a une marge qui va pour votre boîte. Ouais, pareil, qui va en gros qui est entre 20 et 25%, mais les gens, ouais, voilà, autour de 20%, c'est la marge opérationnelle de la boîte. Ok. Il y a des grosses dépenses fixes que C'est de la marge brute sur coût direct ou c'est ta marge nette de la boîte? Alors, c'est globalement ça, c'est 20 points. C'est ce que je prends sur les créateurs. D'accord, immédiatement. Voilà. Sauf que derrière, après, on a des gros coûts fixes. Enfin, qui sont des coûts fixes, qui sont des coûts variables parce qu'ils dépendent effectivement du volume, mais qui sont les solutions de paiement qui nous coûtent très très cher. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est une ligne qui est vraiment pas négligeable. Ok. Puis après, évidemment, je passe outre sur toute l'acquisition qu'on met en place pour. Mais en termes de marge brute, on a 3 gros postes de dépenses. C'est je paye mes créateurs, je paye mes ambassadeurs. Les ambassadeurs, ce sont les gens qui vont eux aussi parrainer des créateurs. Donc ça, c'est. D'accord. On l'intègre dedans, c'est comme si on payait des créateurs. Ok. Parce qu'on a des créateurs qui sont ambassadeurs. Ok. Et le reversement est très très important. Ça a été aussi une des clés de succès de Mime. C'est-à-dire que tes ambassadeurs, en gros, pour bien comprendre, ça veut dire que c'est quelqu'un qui dit à son réseau, rejoins la plateforme pour faire de la création de contenu ou alors avec tes abonnés. Et en fait, moi, je vais toucher une partie de ce que toi, tu vas toucher. C'est ça? Nous, c'était un parti pris. Avec Gaspard, on a dit on reverse 50% de la commission au parrain, à l'ambassadeur. Ah ouais. Ok. C'est énorme. C'est colossal. On reverse 50%, mais derrière, c'est nous qui prenons toutes les responsabilités et toutes les charges autres, c'est nous qui les prenons à nos frais. Donc, c'est énorme. Et ça veut dire que tes coûts d'acquisition, en tout cas là dans votre phase de croissance, ils sont très élevés. C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure, aujourd'hui, en fait, vous allez faire de l'acquisition de créateurs de contenu, mais vous faites aussi de l'acquisition d'audience, vous faites les ambassadeurs. C'est-à-dire que tout ça, ça vient grignoter ta marge de manière très importante. Ouais. Non, mais je dis grignoter pour pas dire cannibaliser. Pour mais revenir à ta question, on a eu une forte croissance. Les gens, parfois, ne voient pas aussi l'envers du décor. C'est un business qui demande beaucoup de rigueur, mais qui demande beaucoup d'investissement. Ouais. Donc, l'investissement en termes d'acquisition, l'investissement en termes de relations clients, l'investissement sur le paiement. Le paiement, j'évoquais pas le piment, le paiement, mais ça pique aussi, je te confirme. C'est un poste qui est énorme. Il y a plein de choses que les gens ne voient pas dans l'envers du décor du paiement et ce n'est pas forcément très intéressant, mais tu vois, il y a beaucoup de gens, par exemple, tel l'univers du paiement online, c'est des gens parfois insatisfaits qu'il faut rembourser. C'est des gens qu'on rembourse mais qu'on prend à notre charge.
Ok. Parfois, la contestation des paiements, c'est quelque chose qui coûte de l'argent et des frais. Enfin, voilà. Ça, c'est un petit univers du décor. Passer l'information, c'est pas très intéressant pour tout le monde, mais nous, on est dedans. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il faut dire toujours, c'est qu'en fait, ceux qui ont la capacité de pouvoir faire ça, ils ont encore un avenir devant eux qui est hyper florissant parce qu'en fait, c'est eux qui détiennent des solutions qui sont associées à ça. Ouais. Et c'est quand même aujourd'hui, en fait, un point d'entrée. Dans quoi que tu fasses, aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un qui intermédie, en tout cas, le paiement. Oui. Et sans paiement, là, t'as pas de business. Et sans paiement, t'as pas de business. Ouais. Vraiment. Et quand je dis sans paiement, t'as pas de business, c'est que si tu veux te lancer, par exemple, dans un pays, Ouais. le paiement que tu utilises en France n'est pas le même que tu vas utiliser en Argentine ou en Allemagne. Ouais, c'est Il incroyable. faut l'avoir en tête. Donc, le paiement, c'est quelque chose de très important. Donc, beaucoup de charges. On processe 10 fois ça. Donc, on est en 2020. Là, on génère à peu près 30 millions de volumes processés. Donc, ça, Et là, vous vous dites quoi quand vous êtes en 2020, tous les deux, en vous disant on lance un truc, et en fait, en 2 ans, vous faites 30 millions, en tout cas, que vous processez. Vous faites quoi? Vous ouvrez le champagne, vous vous dites on est sur la bonne voie, ça va marcher. Tous les deux, vous êtes dans quel état d'esprit? Parce que c'est quand même fantastique, quand même, quoi qu'il en soit. Pour Oui. une boîte, je répète, parce qu'on ne l'a pas dit depuis le départ, qui ne lève pas de fonds et qui a un business model qui, jour 1, gagne de l'argent. Oui, je pense qu'on est prudent parce qu'en fait, on se dit, c'est un peu bête comme raisonnement, mais d'un autre côté, tu n'as pas le choix. Il faut fonctionner comme ça à l'ambition. Te dire, bah, très bien, on a fait ça. Alors, rien ne nous empêche à refaire 10 fois ça l'année suivante. Forcément, on ne sera pas sur ces taux de croissance, mais c'est quoi notre limite? Puis en fait, les limites, après, tu les atteins. C'est normal. Tu as atteint un plafond de verre parce que ton audience, tu as commencé à l'essorer sur la France. Donc, il faut aller chercher d'autres relais de croissance, donc d'autres pays, d'autres verticales. Il faut diversifier justement nos créateurs de contenu. Enfin, il y a plein de questions ensuite qui se posent. Ça veut dire que ce que tu dis là, aujourd'hui, en France, la croissance que vous avez fait jusqu'à présent, c'est-à-dire que tu fais 30 millions en 2020, c'est ça? Oui. Début 2020 ou... Bon, sur l'année globale. Ah, sur l'année globale. On a processé 30 millions de volumes sur lequel on a pris notre commission. Ok. Commission qui globalement arrive à être... en fait, elle est stable. La commission elle est stable puisqu'on prend la même chose et ça n'a pas évolué depuis le lancement de la plateforme. Ok. Ensuite, on passe... Parce que 6 millions d'euros, si vous êtes que deux à l'époque, en tout cas de marge, si tu prends le 20%, même si tu fais beaucoup d'acquisitions et que ça représente 80%, il vous reste quand même dans la poche quand même pas mal d'argent pour financer votre croissance. C'est ça que je veux dire. Oui, mais en fait... Enfin, j'ai fait un calcul hyper rapide, hein, c'est peut-être pas le bon, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, quand les gens... Tu vois, je me suis dit 6 millions, allez, 20%, 6 millions. Non, mais l'affiliation nous coûte très cher. Le paiement nous coûte très cher. Mais très cher. Tu te lances là-dedans, tu vends pas des chaussures, tu vends des produits digitaux. Tu as très peu de solutions qui te font confiance, des solutions de paiement. Et il faut savoir qu'elles processent de l'argent sur le TTC. Elles prennent leur commission sur un montant TTC. Ça, c'est incroyable. Nous, on a toujours collecté... Enfin bref, ça c'est le béaba de la boîte, mais juste pour que les gens en tête, on s'est lancé, les solutions de paiement, elles prenaient plus de 10% de commission. C'est pour ça que j'évoque le paiement. Bon, bref. Donc, quand tu prends 20%, il t'en reste 10, donc il te reste 3 millions. Et après, derrière, il faut encore que tu fasses de l'acquisition, etc. C'est pour ça, l'affiliation coûte cher. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Les chiffres sont importants, c'est vrai, mais ces chiffres se doivent d'être importants pour qu'on puisse apporter une qualité de service. C'est important, je trouve, ce que tu dis, parce que on a parfois une mauvaise image en fait de ce qu'est des entrepreneurs qui se lancent et qui, pour le coup, en fait, mettent du temps à dégager beaucoup de l'argent. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais beaucoup de chiffre d'affaires qu'en fait, à la fin, il te reste quelque chose que tu peux te distribuer quand tu es actionnaire. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler aussi parce qu'on voit des chiffres qui sont complètement délirants. Et c'est pas parce que la valorisation de l'entreprise elle est très importante qu'en fait c'est l'argent qu'elle a dans ses caisses. Ça, on oublie souvent de le rappeler. Oui, c'est vrai. T'as raison. Tu vois, nous c'est un bon exemple. Alors la chance qu'on a, c'est qu'on a un peu cette liberté aussi parce qu'on est très autonome dans la boîte parce que l'actionnariat est très simple. Parce que l'actionnariat aujourd'hui c'est toi et Gaspard. Les deux associés. Ok. Voilà. Ça c'est génial. Et pour le coup vous êtes des extraterrestres, en tout cas dans ce monde-là. Ouais, c'est plus rare. C'est quand même très très rare. C'est la liberté qu'on voulait s'offrir le plus longtemps possible. Après la suite, on la connaît pas. Enfin, on est ouvert aujourd'hui s'il y a des synergies stratégiques, des synergies corpo à ouvrir le capital, on le fera. Ça c'est quelque chose dont maintenant aujourd'hui, parce qu'on a structuré la boîte et qu'on a envie de donner
plus de moyens à la boîte de croître et de croître notamment à l'international. Et puis, si ça passe par des synergies capitalistiques, c'est des choses qu'on fera T'es peut-être. ouvert, ok. Ouais, complètement. Ouais. Mais c'était trop tôt à l'époque. Ok. On ne s'est pas posé la question sur les 4 premières années. Et pourtant, 4, vous 5 avez mois. dû être approché parce que quand tu as une trajectoire de croissance qui est importante et que euh, tu deviens en tout cas quelqu'un de visible et que tu dégages des revenus, forcément, vous avez dû être approché. Comment vous financez aujourd'hui, vous, votre croissance? Vous faites des prêts bancaires? C'est-à-dire Non. que... Ok. On n'a jamais ouvert de ligne de crédit. Ok. C'est en fonds propres. Maintenant, on est très structuré. Donc, on a un budget, chose qu'on n'avait pas pendant les 4 premières années. Mais là, Ok. maintenant, on travaille avec un vrai budget. Ok. Donc, notamment grâce à notre CFO, Valérie, qui nous accompagne là-dessus et qui nous a permis d'établir notre BP, un budget sur 2024, un BP projeté sur 2025-2026. Donc, on pilote aujourd'hui intelligemment notre cash et justement les budgets de chaque département. Donc, on autonomise les départements. C'est incroyable. On valide évidemment tout Une ça. boîte qui fait autant de croissance que vous et qui ne lève pas de dette et qui ne va pas lever non plus des fonds en ouvrant son capital, etc., et qui finance tout sur capitaux propres, c'est quand même des choses qui sont très, très rares. Hein. Mais après, oui, tu as raison. C'est une industrie qui est très particulière. Hein, ce qu'on appelle la créateur économie, pour ceux qui découvrent ça, c'est vraiment la capacité de monétiser ton audience, ton contenu online via une plateforme et d'offrir une liberté à ces créateurs de contenu, un peu comme dans une phase d'ubérisation. Tu vois, on parlait de toutes ces plateformes qui se sont lancées, qui permettent d'offrir de l'indépendance à des chauffeurs. J'arrive, j'ai ma voiture et je gagne de l'argent grâce à une plateforme qui m'amène des clients. Oui, tout à fait. Tout en restant indépendant. C'est d'une certaine manière la promesse de Mime. Mais vous avez un levier, Pierre, qui est important dans votre logique de croissance. C'est-à-dire que si demain vous alliez lever de la dette bancaire, par exemple, pour ouvrir un nouveau pays, vous auriez la possibilité de lever beaucoup, parce que, en fait, de dette, je parle juste de dette bancaire classique, et ce qui vous permettrait de continuer à accélérer votre croissance. Ce qui paraît fou dans ce que tu dis, en fait, moi, ce que je trouve complètement dingue, je sais à quel point c'est dur de faire de la croissance. Moi, je suis passé d'une boîte qui était artisanale à aujourd'hui au leader français en quelques années. On est passé de quelques millions d'euros et on devrait clôturer aujourd'hui aux alentours des 65-70 millions d'euros cette année. Et je sais à quel point c'est dur, la croissance. Nous, on n'a pas des créateurs, mais on a les ouvriers sur le terrain. Il faut qu'ils bossent au quotidien, etc. Il faut qu'on arrive à les recruter. On n'a pas la même dynamique, mais je sais à quel point c'est dur. Et je sais que de le faire en plus en se disant qu'on va tout financer sur capitaux propres, c'est assez fantastique parce que tu dépends de personne, là, pour le coup. Mais par contre, ça n'a pas un peu des limites? Tu ne trouves pas qu'il y a des limites à ça? Vous n'en avez pas? En tout cas, ça ne vous en a pas mis? Si. Pour aller plus vite, si. Aujourd'hui, on a toujours de la croissance. On a de la croissance mensuelle, on a de la croissance annuelle. Cette croissance, on l'a alors qu'on a quand même, honnêtement, capé nos investissements. On a été très limité parce qu'il fallait qu'on finisse de se structurer. Et puis, on avait aussi besoin d'avoir un produit qui soit plus près des attentes utilisateurs pour pouvoir massivement communiquer et investir vis-à-vis de la concurrence, parce que ça ne sert à rien d'investir des millions si derrière on a une promesse qui n'est pas très fiable, ou si on est très déceptif et qu'on a du churn important côté créateur. Donc on a maîtrisé, on va dire, notre budget sur 2023, on l'a maîtrisé aussi sur 2024, et on a fait un choix qui a été de recruter. Parce qu'on s'est dit, si on va être en capacité d'accompagner notre croissance, d'aller chercher de la croissance et de l'accompagner de manière sereine, il faut qu'on ait des équipes structurées pour le faire. C'est-à-dire que, est-ce que c'est... je te pose cette question-là parce que c'est un sujet, moi, qui est hyper important pour moi. Moi, j'ai réussi à mener cette croissance jusqu'à présent. Alors, j'ai des équipes autour de moi, etc. J'ai réussi à mener cette croissance parce que j'étais en capacité de pouvoir gérer à peu près... tous les sujets là, sur ce volume d'affaires qu'on traite, etc., même si on a des filiales avec des dirigeants, etc., mais j'étais en mesure de pouvoir faire ça. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, on est dans une phase aujourd'hui, nous, de structuration de mon groupe, parce qu'en fait, il faut que j'ai du temps disponible pour aller chercher des nouveaux marchés, pour pouvoir le développer. Il y a des choses que je peux faire moi, j'ai envie de dire que je peux faire quasiment que moi, c'est d'aller ouvrir des nouveaux marchés, développer des activités, etc. Ça veut dire qu'il est dans cette dynamique-là, c'est-à-dire que il faut que toi, aujourd'hui, sur votre marché français,
ça tourne, que ça roule, donc vous structurez parce qu'en fait le process est en place pour que toi et Gaspard, vous puissiez aller opérer de nouveaux marchés. C'est ça votre stratégie? Alors, l'opération des nouveaux marchés, c'est surtout les opérations qui le gèrent, Ok, de concert avec nous, évidemment, parce que on a notre mot à dire et que on sait parfois de notre expérience les marchés sur lesquels il faut aller. Mais ça, on le fait. C'est maintenant une démarche très collective. Toutes les décisions, on les prend de manière très collective. ok. Alors, si on peut juste s'arrêter 2 secondes là-dessus, Ouais. ça veut dire quoi prendre des décisions de manière collective? On a un COMEX qui Ok. est très resserré. Enfin, quand je dis qu'il est très resserré, c'est en tout cas qui est très soudé, mais qui maintenant est défini depuis 2 ans, qui n'a pas bougé. Donc avec responsable légal, responsable finance, responsable des opérations, qui gère globalement toutes les équipes tech, produits, le cœur du réacteur sur la partie en tout cas tech et produits. Il y a l'équipe, il y a aussi au COMEX Thomas qui incarne la partie customer, Ok. toute la relation client qui est vachement importante. Quand tu dis relation client, c'est l'audience, c'est pas les créateurs. Ouais, Ok, en fait les deux. ok, C'est d'assurer une relation saine avec toutes les parties prenantes de la ok, boîte. ok, de la plateforme. Ouais, Ok. de la plateforme, que ce soit les créateurs, les ambassadeurs Mhm. ou les utilisateurs. On a Omar qui est effectivement un pilier central de la boîte et qui gère toute la partie RH. Ok. Bref, et donc tous ensemble. Et vous êtes loin de. Je te coupe, excuse-moi Pierre. Vous êtes loin de votre projet de dire en fait on reste que tous les deux parce que c'est fini. Ça, maintenant, j'ai on lu oublie. quelque part On que peut ça plus. avait été votre projet, genre nous. Ouais, c'était mais repoussé pour mieux sauter, tu vois. Ok. Mais au départ, c'était notre souhait. On était en capacité à l'époque de le faire. Aujourd'hui, on ne peut pas. On ne peut pas, on ne veut pas et on ne peut pas parce qu'on a trop de responsabilités vis-à-vis des utilisateurs. Quand je parle de responsabilité, c'est sur le maintien de la plateforme, sur le fait qu'on ait une plateforme qui tienne, Ouais. qui tienne la charge, sur le fait qu'on ait une plateforme qui ne soit pas hackable, Ouais. qu'on soit en capacité de répondre à nos utilisateurs. Enfin, Et- il y a trop de choses qui font qu'aujourd'hui, à deux, c'est pas possible. Et est-ce que le fait que vous ayez été deux, ça a été quelque part en fait une forme pour vous de super pouvoir parce qu'en fait vous avez mis les mains dans tous les sujets de l'entreprise. Tu vois, moi Oui. je vois des boîtes là qui lèvent des sommes qui sont faramineuses. D'ailleurs, on se demande ce qu'elles vont faire de tout cet argent parce que une boîte, ça se construit malgré tout avec le temps. En fait, ça prend du temps de faire les choses. Enfin, tu ne peux pas embaucher des armées comme ça qui viennent travailler chez toi si tu n'es pas là pour leur expliquer le sens, si tu n'es pas là pour les accompagner dans leur job du quotidien, etc. Enfin, ça me paraît être quelque chose qui... Enfin, moi, j'ai du mal à le comprendre. Est-ce que c'est pas aussi un super pouvoir d'arriver à comprendre tout ce qu'on fait et comment marche notre boîte et tout ce qui se passe dans le moteur? Oui, tu as raison. Au départ, on était deux, donc on avait la main dans tout. Que ce soit le code, les réflexions sur l'UX, que ce soit le back-office qu'on avait développé nous-mêmes pour gérer tout, les remboursements, la modération des contenus, enfin tout. La prospection, c'est nous qui l'avons fait, on savait ce qui marchait à l'époque. Maintenant, il faut prendre de la hauteur et aujourd'hui aussi, vu qu'on s'est staffé, eh ben, il faut accepter que tout évolue, qu'il y a des techniques nouvelles, que le code d'avant n'est plus le code utilisé sur la plateforme aujourd'hui, que l'approche produit elle est complètement différente, qu'il faut beaucoup itérer, il faut faire beaucoup d'A/B testing, chose qu'on ne faisait pas forcément à l'époque parce qu'on n'avait pas le temps et pas les ressources pour le faire, que le service de relation client il est complètement différent, on intègre de l'intelligence artificielle, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, on n'a pas les mêmes moyens pour de toute façon servir les intérêts de tous les départements. Et le point très important, c'est qu'on a pu se structurer parce qu'on a pu avoir aussi un super DRH, pour le coup, et je lui fais une super dédicace, c'est Omar. Mais vraiment, c'est là la caméra. Bon, bah voilà. Mais c'est aussi, Omar, on s'est fait confiance assez vite, à un moment donné où tous les talents tech, parce que c'était les recrutements principaux à l'époque, ils étaient tech, les premiers qu'on a initiés. Mais parce que toi, en plus, tu es dans une guerre de talents qui a un truc de dingue. Quoi. Oui, et pour l'anecdote, on sous-traitait tous les recrutements à des cabinets de chasse. Ouais. Ça a été le plus gros poste de dépense de la boîte, ça a été ça. Ouais, je comprends. Pendant 2 ans. Puis à un moment donné, on a fait le calcul, on s'est dit c'est plus possible de dépendre de cabinets à ce niveau-là. Et ça marchait, juste là-dessus, ton expérience avec les cabinets, c'est que ça marchait, tu avais les bons talents, ceux que tu voulais vraiment recruter, etc. Pour certains, oui, pour certains, non. Ok, donc c'était pas... Ça marche mieux depuis que notre DRH, depuis qu'Omar est là. Et ce que tu dis, en tout cas, si on doit tirer une leçon de ça, c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait,
quand tu dois recruter des gens, je crois beaucoup à ça, c'est pour ça que c'est important juste de faire un point d'arrêt là-dessus, c'est de dire en fait si tu veux recruter des gens, il faut que tu aies des gens qui soient de ton côté pour t'aider à recruter, c'est ça en fait. Hein. Oui. Et qu'en fait la première personne à recruter, c'est quelqu'un qui va recruter d'ailleurs. Mais il faut avoir en tête aussi quelque chose, c'est que ça n'a rien à voir. Recruter via un cabinet de chasse, tu vas recruter quelqu'un qui n'est pas du tout dans la même démarche qu'un salarié qui va être chassé potentiellement ou qui va avoir un échange préalable avec un vrai DRH qui va s'assurer des valeurs du salarié, de la vision, son but à notre DRH, c'est pas de placer un gars et de facturer. Ouais, tout à fait. C'est d'avoir le bon talent qui va rester le plus longtemps dans la boîte. Ouais, complètement, je comprends parfaitement. Ce n'est pas du tout la même approche d'un cabinet. Et donc aujourd'hui, si tu regardes, on a un churn bien plus faible avec les recrutements qu'on a opérés directement en interne. C'est évident. Et notre but, c'est de nous améliorer dans les process de recrutement, d'être plus exigeants dans les process de recrutement et d'être plus exigeants dans le management pour que derrière, les personnes qu'on recrute restent avec nous le plus longtemps possible parce qu'on a bien cerné leurs attentes, leurs projets, qu'elles ont bien cerné aussi notre projet, là où on va, qu'on épouse le même projet. On peut plus se permettre, tu vois, de recruter quelqu'un et puis finalement d'avoir un désaccord au bout d'un an. Parce que ça arrive dans toutes les boîtes, tu vois. Oui, bien sûr, complètement. C'est le sujet qui est le plus compliqué à opérer, en vrai. Hein. Tu vois, franchement, moi, j'ai l'impression que j'apprends... Enfin, tu vois, il n'y a pas une semaine, un mois où, en fait, je n'apprends pas sur ce sujet-là, tu vois. Et j'essaye de garder toujours un œil assez nouveau sur la manière de recruter, avoir toujours cette espèce d'œil frais en me disant on va pouvoir recruter de nouvelles personnes. Mais en vrai, c'est une science qui n'est pas... malheureusement, qui n'est pas exact, tu vois. Il n'y a pas une recette magique en disant on va recruter telle personne de la bonne manière, etc., avec le bon mindset, qui va pouvoir s'engager le plus longtemps possible. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé cette recette magique, je la cherche toujours. C'est peut-être qu'on s'améliore parce que j'essaye d'améliorer la recette à chaque fois avec un agrément supplémentaire, j'en enlève un peu, j'en remets un peu plus, etc. Et on arrive à recruter comme ça. Mais je te rejoins complètement sur le fait que d'avoir quelqu'un qui pilote en interne, en tout cas ses recrutements, ça fait vraiment la différence. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Oui. Et ça, il y a quelque chose qui est très important. Et moi, j'ai été salarié, donc parfois, il ne faut pas l'oublier non plus. Ouais. C'est la proximité à avoir avec chacun des salariés. Parfois, c'est un exercice qui n'est pas simple parce qu'on a la tête dans le guidon avec nos emmerdes. On sait les sujets sur lesquels on doit bosser. On délègue. Donc, on a des managers qui gèrent la relation directe avec... Mais manager et N+2, ou même nous, fondateurs, c'est important. Parce que chaque personne qui aujourd'hui compose la boîte est une personne importante. Et ce n'est pas du bullshit, c'est qu'elles ont un rôle, si elles sont là en poste, c'est qu'elles ont un rôle important de toute façon dans la boîte. Et c'est important parce que la considération, c'est quelque chose qui est très important pour la confiance. Ouais, bien sûr. Moi, je pense que j'ai eu besoin d'être considéré pour avoir confiance en moi quand j'étais salarié. Parfois, je l'ai ressenti, la considération, peut-être parfois moins, ça dépend, tu vois. Mais ça, c'est des choses qu'il faut toujours garder en tête. Il faut garder en tête parce qu'il ne faut pas oublier que le salarié, il peut se poser plein de questions tous les jours si son travail est bien fait, s'il est apprécié par son N+1, mais comment il est perçu aussi par la direction. Oui, bien sûr, complètement. Ouais. Et c'est vachement important, tu vois, de toujours tenir le lien, tu vois, de déjeuner avec les gens quand tu peux. Tu vois, nous, on a mis en place des process alors qu'on essaye de maintenir. C'est de déjeuner régulièrement, de faire des déj d'équipe. Okay. Et pas forcément avec les managers avec lesquels on bosse quotidiennement, mais même avec les salariés. Oui, bien sûr. Attends, je dis ça, je donne pas la leçon. Hein, puis c'est compliqué quand tu as une boîte de 500, tu vas pas déjeuner avec tout le monde. Mais on essaye, tu vois, de le faire, tu vois, ou d'improviser des déjeuners. Ouais, je comprends. Ouais. Voilà. Moi, c'est un truc que je m'impose, tu vois. Nous, tu sais, on fait des chantiers, on est présent sur des opérations. Et le jeudi matin, en fait, c'est les jours où moi, vais visiter une opération ou un chantier. Et j'en profite soit pour prendre un café le matin, soit déjeuner avec les équipes qui sont sur place. Mais est-ce que c'est assez ? Je ne sais pas. C'est compliqué quand on est très nombreux. Ce que tu dis, c'est très juste. C'est qu'en fait, garder ce lien-là, c'est compliqué plus on est nombreux. Parce qu'on est obligé de forcément déléguer plein de choses. On est obligé de déléguer les valeurs de l'entreprise aussi. Parce qu'on ne peut pas être en one-to-one avec tout le monde. On ne peut pas passer du temps avec chacun, etc. C'est des vrais sujets, en tout cas, qui sont liés à la croissance. Et attends, et puis pareil, c'est ce que je dis. Hein. Il n'y a pas de leçon et il n'y a pas d'exemple type. Je parle de... Là, en l'occurrence, toi, il y a ta boîte avec les 500 salariés et quand tu vas sur site, tu vois ce que tu peux faire. Moi, je parle d'une boîte, on est à peine 70. Donc, il y a des choses qui sont à peine, faisables. C'est déjà incroyable. Je veux dire, il y a 3 ans, vous étiez quelques-uns. Et d'ailleurs, pour terminer sur la trajectoire de croissance, Pierre, 2024,
c'est quoi Mime? Si les principaux métriques de Mime, c'est quoi? Donc 70 personnes, c'est ça? Oui, normalement fin d'année, on sera un peu plus de 70 personnes. On sera autour de 70 personnes sur la fin d'année. Parce qu'on a pas mal recruté. Tu vois, 2023, on a recruté une trentaine de personnes. Ok. On a beaucoup Ah ouais, recruté ok. en 2024 également. Je pense qu'on a une projection de chiffres encaissés autour de 115 millions. Donc ça, c'est ce qu'on cherche. Incroyable. Qui est de la croissance versus 2023 où on était sur 95 millions, qui est une déception interne et collective. Ah ouais, Que, c'est vrai. Pourtant, il y a un oui, gap oui. tellement important entre les 90 et dépasser la barre des 100. Déjà, c'est Oui, quelque mais chose de symbolique. on est sur un marché qui n'est pas vraiment mature. Tu vois les parts de marché aussi de la concurrence, des plateformes qui se lancent sur cette industrie-là. Il faut être très agressif. Ok. Euh, Ça veut dire quoi être très agressif sur un marché comme le tien? Non, en gros, ça veut déjà dire une chose, c'est qu'il ne faut pas se contenter de ce qu'on fait et s'applaudir tous les matins en disant que c'est formidable parce qu'on a fait 10% de croissance le mois d'après, puis le mois d'après. J'ai envie de dire, ça c'est normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est qu'on ait du retard sur... mais c'est une faute collective, c'est la nôtre. Il faut être très ambitieux sur le plan de recrutement, sur la strate commerciale qu'on va établir. On n'avait pas de strate commerciale, on n'avait pas de commerciaux sur le terrain. Et aujourd'hui, on voit que ça a de la valeur d'avoir quelqu'un qui reprend la relation directe avec les créateurs, qui les rencontre, qui organise avec le département com des meetings, des workshops, des événements avec des créateurs. C'est de créer du lien avec ces gens. Ces créateurs, c'est des gens qui bossent, qui s'investissent, qui nous font confiance. Il faut qu'on crée une relation de confiance avec ces gens. On ne veut pas être une plateforme comme ça en retrait qui fournit une techno et qui n'a pas de contact Ouais, je comprends direct avec ce que ses tu veux créateurs. dire. Et ça, c'est vachement important. Ouais. Mais 115 millions, Pierre, tu dis que c'est déceptif. C'est parce que Non, c'était pas parce que dans ça, vos objectifs, c'est ça que tu veux dire? C'est oui, que c'était pas vos objectifs. Effectivement, on est un petit peu en dessous on est un peu en dessous de ce qu'on avait projeté. Peu importe. Vous aviez projeté combien? Si tu peux me partager ça? On est en dessous à, tu vois, plus ou moins 5 millions, tu vois. D'accord, ok. Donc le gap est pas si important parce que. Non, mais parce que, je vais être très cash, c'est qu'on a aussi beaucoup de retard produit. Ok. On est capable, parfois c'est pas facile, de chiffrer l'apport d'une nouvelle fonctionnalité. Ah ouais. C'est-à-dire que tu développes un nouveau bouton sur lequel tu appuies sur la plateforme. Oui. En fait, tu es capable de dire que celle-ci, elle va rapporter, en tout cas. On peut projeter des estimations, des fourchettes de gains par rapport à la release de cette fonctionnalité. Donc, par exemple, le live, aujourd'hui, Mime, on peut considérer qu'on ne fait pas de live. Ok. Ce qui est déceptif pour nous parce que c'est prévu depuis 2 ans. On avait mis en place du live, ça ne fonctionnait pas très bien pour plein de raisons. On a travaillé là de manière assidue sur cette fonctionnalité parce qu'on sait qu'elle est attendue par les créateurs, qu'elle apporte beaucoup de valeur pour les créateurs. Ça va leur permettre, au sein de Mime, de faire du live, soit one-to-one, soit one-to-many, c'est-à-dire avec plein d'utilisateurs qui vont payer pour accéder à un live privilégié. Ouais, d'accord, ok. Un live exclusif. Donc ça, c'est une manne de revenus considérable, le live. Donc on va continuer, ça va être mis en ligne dans quelques semaines. Donc ça, on n'a jamais été aussi proche de cette mise à jour. C'est quelque chose qu'attend tout le monde, c'est ça? Vous et les créateurs de contenu et les audiences, tout le monde attend ça en fait. Oui, les créateurs sont en attente. Et vous avez posé une date? Oui, j'ai plus dans la roadmap. Je veux pas te dire de bêtises parce que j'ai pas du tout envie de choquer Pierre, qui est notre responsable produit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que avant fin 2024, en fait, le live, il est. Non, mais là, c'est une question. C'est une question de jours, pour être de honnête, semaines. C'était prévu pour cette semaine. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais c'est quelque chose d'actualité. Autre sujet, par exemple, d'actualité, vous allez vous poser la question, Mime, tiens, je vois pas ça sur l'App Store, il n'y a pas Mime sur l'App Store. Tu sais que ça fait partie des questions que j'ai après, en disant, je peux te répondre maintenant. Mime n'est pas une app pour le moment, d'accord? Tout ce qu'on Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on a lancé le produit, on savait coder en web. Ok. Et coder en app, ça veut dire être capable de supporter une application sur l'écosystème iOS, donc Apple, et sur l'écosystème Google, pour poster une app sur le Play Store. Ça veut dire c'est beaucoup de travail. Il faut être capable comme ça de maintenir 3 écosystèmes. Donc ça demande des équipes et des connaissances techniques. Au départ, on ne les avait pas. Et on ne les a pas eues pendant des années. Ouais. On a dû faire le choix de recruter une équipe mobile, iOS et Android. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Et donc le choix, ça a été de développer une app pour les créateurs de contenu, ceux qui créent de la valeur. Ok.
Donc, ceux Donc qui... pas pour l'audience. Pas pour l'audience. Pas pour le moment, en tout cas. Non. Donc Ok. là, on a une app. Alors pourquoi? Parce que déjà, il fallait faire des choix d'un point de vue produit. Ok. Et c'était le plus important. Pour... Et t'es pas hyper frustré du temps que ça prend. Tu vois, Oui. quand tu as une croissance qui est aussi rapide que la vôtre, tu as l'impression qu'en fait, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, tu es obligé d'apprendre la patience quand vous faites vous-même les choses. Oui. Parce que je crois que vous avez failli avoir un énorme crash à un moment où vous avez changé votre plateforme, c'est ça? Tu en Bah, as tu parlé peux sur parler de la Twitter. patience avec Gaspard, puisque lui, étant en capacité de développer, quand il avait une idée en tête pour développer une fonctionnalité dans le chat, pour Ouais. développer une modification sur le profil du créateur, ça allait assez vite. En 24-48 heures, il était capable de mettre en prod quelque chose de nouveau Ouais, et dingue. qui avait une incidence vraiment sur le produit et des conséquences positives sur le chiffre d'affaires souvent. Là, mais c'est toutes les boîtes qui nous écoutent, hein, tous les entrepreneurs ou les salariés qui sont dans des équipes tech, produits ou autres, peu importe, le savent, hein, dans les boîtes tech. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, tu as des process à respecter. Tu penses à quelque chose, tu vas mobiliser tes équipes, réfléchir, voter. Si oui, c'est intégré dans la roadmap, il y a tout un travail qui va être fait sur, OK, c'est quoi les effets de bord de cette fonctionnalité, comment on va l'intégrer, quelles répercussions ça a sur le service client, sur la tech, sur le hosting. Enfin, tu dois tout analyser. Est-ce que cette fonctionnalité, ça va avoir un surcoût parce que c'est une Ça veut fonctionnalité dire qui que est ça, longue. tout ce que tu dis, euh, Donc ça prend du temps. ouais, ça prend du temps, mais ça veut dire que ça ajoute de la sécurité. C'est-à-dire que tu mets moins ta boîte skin in the game, si je peux dire, parce que tu as développé une nouvelle fonctionnalité et tu n'as pas mesuré en fait tous les risques qui sont associés, tous les effets de bord qui peuvent être associés. Oui. C'est à la fois beaucoup plus long, il faut être patient, mais par contre moins rapide aussi en termes de croissance. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que ça prend plus de temps. Il Donc, faut pas c'est perdre, plus oui, il long, faut pas c'est- perdre de vue que malgré le fait que tu te structures et que tu es une grosse boîte et que tu as des process, il faut un peu chier ces process parfois. Et il Je faut, suis faut garder de assez d'accord avec l'agilité. ça. Ouais, complètement. Franchement, hein, c'est-à-dire qu'il faut être en capacité de dire parfois, allez, j'outrepasse un peu les règles, on Mm. teste. Parce que déjà, c'est excitant. Ouais. Et, et puis parce que faut rester très agile. Je comprends Il faut complètement. être Ouais. capable de bousculer parfois un petit peu faut bousculer la roadmap, faut prendre aussi des risques. Ouais, ouais. On l'a fait on l'a fait. Faut pas perdre ça en tête. Puis même, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous excite aussi, tu vois, parce que sinon, oui, sinon c'est très long. T'es en frustration permanente. Alors après, chacun gère sa frustration à sa manière, hein, mais Ouais, ouais, complètement, je comprends. Tu parlais tout à l'heure de votre RH, moi j'ai noté son nom, c'est Omar, c'est ça? oui, Euh, Lui, il a pour objectif de recruter les nouveaux membres de l'équipe. Vous, votre boîte, elle progresse. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'en fait, une boîte qui progresse, c'est parce que ses dirigeants progressent, c'est parce que les équipes progressent. J'ai bien compris comment vous faisiez progresser votre plateforme. Comment tu fais, toi, progresser tes équipes? Comment vous faites progresser vos équipes? Vous étiez tous les deux avec Gaspard. J'imagine que vous avez passé des jours, des nuits. Tu m'en parlais tout à l'heure sur le fait que vous regardiez tous les contenus pour s'assurer que, en fait, elle respecte le cadre législatif. Euh, Aujourd'hui, toi, comment vous faites pour faire progresser vos équipes qui sont là avec vous depuis le début? Quelles sont vos méthodes et comment toi, tu progresses? alors c'est une bonne question. La manière dont on progresse, bah, tu vois, le fait de s'être staffé, ça permet de beaucoup s'enrichir des expériences des personnes, notamment du COMEX, Mm. de leur précédente boîte. Omar, c'est un pilier important chez nous parce que c'est lui aussi qui nous aide à progresser, à faire progresser les membres de l'équipe COMEX, mais aussi des équipes. C'est lui qui a suggéré des formations Ok. pour tous les managers. Donc tous les managers sont accompagnés et sont formés. Ils sont formés à quoi? Leur métier? Alors ils sont formés au management, Ah ouais, d'accord, ok. justement, Ok. parce que tous nos membres de COMEX, ou même pas que les membres du COMEX, même les managers, tu vas prendre Johan qui est par exemple qui lead toute l'équipe growth, Ouais. et ben, il a une équipe à manager. Comment lui va pouvoir justement s'améliorer sur les process de management, sur la gestion de ses one-to-one, sur la performance de ses équipes, sur le temps à consacrer à chacun des membres de ses équipes. Tout ça, ça va passer par de la formation. Ok. Et donc, Omar a mis ça en place. On a mis en place également du mentorat. Ok. Ça, c'est quelque chose Avec vous en interne? Alors, c'est du mentorat. Là, on l'a fait justement massivement pour les membres du COMEX. C'est d'être capable d'être mentoré par une personne d'expérience qui a eu des expériences dans des très belles boîtes Ok. et qui sont
globalement dans le même secteur d'activité que. Enfin, quand je dis dans le même secteur, dans le même. Dans dans le même métier qu'eux. Pardon. Ouais, d'accord. Excuse-moi. Ok. Donc, par exemple, on a Thomas qui est le Head of Customer Success, qui a été mentoré par quelqu'un qui a eu une véritable expérience Ok, c'est génial ça. dans la Et ça veut gestion dire de la que relation client. c'est vous qui opérez ça, c'est Omar qui opère ça. Oui, oui. Ok. On l'a fait avec Omar. Et toi, dans cette logique-là, quand tu parles de management, par exemple, tu suis les process avec tes équipes pour avoir un bloc commun de compréhension des sujets qu'ils vont apprendre. Et la suite de ma question, c'est sur ces sujets de mentorat, toi, tu te fais mentorer aussi? Alors, c'est une très bonne question. À date, je ne me suis pas fait mentorer. Ok. Et la question se pose, et je pense que j'aurai à le faire. Ok. Clairement, j'aurai à le faire. Ouais, ok. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire et que Gaspard et moi, on a envie de faire. Donc, peut-être qu'on le fera début 2025, tu vois. Ouais, ok, intéressant. Ok. Je pense. Après, on a mis en place aussi des séminaires, d'essayer d'instaurer du séminaire de manière annuelle. Ok. On en revient, tu vois, on était à Biarritz. Des séminaires pour fêter, pour s'amuser ou des séminaires non, pour apprendre? Bah, les deux. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, en fait, vu qu'on a beaucoup recruté, c'est l'occasion de pouvoir permettre à tous les salariés de se rencontrer. Ok. Quand je te dis qu'on a beaucoup recruté, c'est que tu as des personnes qui arrivent, ils sont dans le bain, dans la boîte. Et ben, de se rencontrer dans un lieu un peu sympa qui sort des bureaux d'opéra, si tu veux, c'est cool. Ouais, carrément. Mais on a beaucoup travaillé. D'ailleurs, Ok. pendant le séminaire, les équipes nous ont dit, putain, les gars, c'était un peu rude, hein, c'était un peu dense, hein, parce qu'on est tous arrivés à Biarritz. Il y a eu déjà une présentation de Gaspard et moi. Ok. Une présentation, effectivement, on a présenté les chiffres, on a projeté les équipes sur là où on va demain. Attends, je te coupe là-dessus sur là où on va demain. Ouais. On s'est arrêté à 2024. Tu m'as dit, on a dépassé la barre des 100 millions. On va faire 110 millions en 2024, c'est ça? Ouais. À 5 millions près, on est presque à l'objectif. C'est quoi Mime dans 2 ans et c'est quoi Mime dans 5 ans? C'est quoi Mime dans 10 ans? C'est quoi vos objectifs avec Mime? Alors, les objectifs, c'est de ventiler différemment le chiffre d'affaires et justement de ne plus être dépendant de la France. C'est d'être capable d'aller chercher de la croissance dans des pays. Parce que déjà, ça sera la preuve qu'on est en capacité de le faire et on va le faire et on va le faire. Ok. Donc, on a identifié des relais de croissance dans des pays comme l'Amérique latine, enfin, Brésil, Argentine et l'Allemagne. Ok. Et je dis en dernier les US, mais évidemment que les US, c'est un marché, si tu veux, tu as peut-être 370 millions de personnes C'est colossal, ouais. dans le pays. Et un marché mature en plus. Mature, ouais, tout à fait. effectivement. Ouais. Donc on sait que là, on n'avait mis aucun effort jusqu'à présent sur les US. Ça va changer justement fin d'année et début 2025. Ok. Donc, nous, ce qu'on veut, Et c'est ça, vraiment... c'est vous qui allez Alors, aux US? c'est qu'on va avoir justement une stratégie d'acquisition sur place, Ok. chose qu'on n'avait pas. On spendait très peu, on dépensait très peu en acquisition là-bas, créateurs et utilisateurs. Être très agressif sur toute la stratégie ambassadeur, trouver des vrais relais de croissance, c'est-à-dire des parrains, que ce soit via des plateformes d'affiliation ou via des gens très connectés qui connaissent le secteur de la créateur et qui connaissent des influenceurs, des créateurs de contenu locaux. Et ce que vous avez fait un petit peu en France au départ sur l'industrie de la musique avec DJ Snake, c'est ça? L'idée, c'était de se dire... on s'est planté. Ok, ça n'a pas marché. Non, en fait, au départ, la réflexion, c'était est-ce que la musique peut avoir sa place, est-ce que l'industrie musicale peut avoir sa place sur une plateforme de monétisation de contenu, que ce soit un label, que ce soit un artiste, tu vois, un chanteur, un groupe, un DJ, est-ce qu'il est en capacité d'avoir des utilisateurs, des fans qui vont s'abonner pour accéder en avant-première, par exemple, à des places de concert. C'est intéressant, ça, en plus, je trouve ça très intéressant. Donc, c'était toute la réflexion qu'on avait eue et qu'on avait eue effectivement avec ce grand DJ qui est français, qui est de la même génération que nous. Et on s'est rendu compte, au bout d'un an, que c'était trop compliqué. Ok. Parce que c'est une industrie qui est très organisée déjà, c'est ça que tu veux dire? Qui est organisée. Puis, par exemple, l'avant-première sur le ticketing, tu vois, on avait même eu des échanges avec des plateformes, tu vois, pour Live Nation qui gère, par exemple, le ticketing. L'organisation de concerts, c'était très compliqué de mettre en place. On a compris comment fonctionnait l'ouverture de la billetterie avec des avant-premières, de la vente en avant-première. Mais tu vois, je reviens là-dessus sur ce truc-là, et puis après, il faut qu'on revienne sur le... Parce que excuse-moi, c'est de ma faute, je prends des chemins de traverse, mais ma fille, elle regarde des lives de ses artistes préférés. Elle ne paye pas. Et elle ne paye pas. Bien mais sûr. je pense qu'elle sera en mesure de pouvoir le faire. Bah moi, je pense pas. Ah ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je te pose cette question, parce que je trouve qu'en fait, il y a un vrai truc autour de ça. Il y a deux choses. Globalement, la plupart des gens ne payeront pas. Ils payeront quoi? Leur place de concert pour aller le voir une fois dans l'année. Mais de là à payer de manière... Parce que notre promesse, c'est vraiment d'assurer des revenus
récurrent. Récurrent, ouais. D'accord. Et ok. donc là, le recurring, Ouais, tout à fait. on Ouais. Je suis répond pas à la entièrement d'accord. promesse, tu vois Ouais, ce que je veux dire. complètement. Et puis parce que les créateurs aussi, ces gens-là, qui sont des artistes, c'est pas des marketeurs et ils n'ont pas envie, si tu veux, ils veulent déjà que leur audience aille les voir en concert et s'abonne à Spotify pour les écouter en streaming. Si tu veux, ils n'ont pas envie d'aller faire la quête et d'aller leur demander de s'abonner sur une énième plateforme Ouais, complètement, je comprends. pour supporter leur travail Ouais. qui est déjà accessible, tu vois. Il y aurait une pour 9 € par atomisation en mois. fait du revenu qui est compliquée, c'est-à-dire qu'il y aurait beaucoup de plateformes et que ça en rajoute une de plus, c'est ça que tu veux dire. Oui, Ouais, je comprends. Ouais. il y a ça, et puis souvent c'est des gens aussi, si on met les pieds dans le plat, tu prends une partie de ces artistes qui gagnent beaucoup de revenus, pas tous, hein, mais là je te parle des noms qu'on connaît tous, Ouais. dont on pourrait penser qu'ils ont leur place sur une plateforme de monétisation. Bah, en fait, eux-mêmes peuvent avoir de la gêne de dire je vais encore générer des revenus complémentaires, une ligne de revenus qui sera peut-être pas la plus grosse ligne de revenus en plus, à une audience qui, elle, tu vois, déjà galère parfois, tu vois, à payer tous ses abonnements Ouais, complètement, je téléphoniques et d'aller comprends. encore, voilà. Donc, non, l'industrie musicale, Ouais, pour être très honnête, Ok. après, il y a tous les artistes peut-être qui méritent du soutien, du support, qui sont pas connus Ouais. et qui peuvent utiliser des plateformes de ce type-là, tu vois. Mais il y a des plateformes qui le font, qui sont différentes. Ok. Tu prends l'exemple de Tipeee, par exemple, qui est une plateforme Ok. justement qui permet de supporter un streamer, un YouTuber. Ça existe, mais on n'est pas positionné sur ce créneau-là. Ouais, je comprends. Et donc, pour revenir sur ce que je te demandais juste avant, pour essayer de reprendre le fil, les chiffres et les métriques de Mime dans quelques années, c'est quoi? Eh ben, je te les communiquerai pas. Non, en fait, Est-ce que tu les connais? Tu les si, connais? Si. non, mais on les connaît, mais de manière très honnête, Ouais. nos projections de chiffres sont très ambitieuses, en tout cas sur 2025 et 2026, Ok. clairement. Sur les nouveaux pays, c'est-à-dire sur l'Allemagne et sur l'Amérique latine et les Oui. US. C'est une D'accord. croissance qu'on va principalement aller chercher justement à l'étranger, clairement. Ok. Là où on Parce n'était que pas. là-bas, il n'y a pas de plateforme qui opère déjà? Vous n'avez pas de concurrence là-bas? Si, Si. Ok. si, mais il y a de la place pour 2, il y en a pour 3, il y en a pour 4. Ok. Et puis on a vraiment, enfin, je veux dire, nous l'idée c'est d'aller chercher des parts de marché intelligemment, sans être trop gourmand, avec des arguments qui sont les nôtres. C'est-à-dire que on a une approche différente, une image Mhm. différente. Mhm. On veut avoir une proximité avec les créateurs, et ça va passer par de la présence locale. Donc tu vois, typiquement, l'équipe commerciale était jusqu'à présent, elle est nulle. Chez nous, elle était inexistante. On l'a construit. J'allais dire, elle était nulle, mais parce qu'elle était inexistante. C'est pas- c'est Non, juste non, que. non, elle n'était pas nulle Ok. du tout. Elle était très efficace. Ok. On salue le travail remarquable de Sacha, Ok. voilà, que je connaissais d'ailleurs par ailleurs dans le monde de la publicité. On travaillait ensemble. Ouais, vous bossiez ensemble? Ok. Ouais, il était dans mon équipe commerciale à l'époque. Ok. Enfin, Il t'a rejoint, c'est-à-dire que tu étais à l'époque un bon manager. Alors ça veut dire si tu as suivi dans cette bon, aventure. après, il a été managé dans une autre équipe dans la régie pub où il Ok. était. Et puis, mais en tout cas, on se connaît et c'est important de travailler avec des gens de confiance. Et Sacha, pareil, c'est un besogneux et puis qui s'éclate dans l'industrie dans laquelle on est. Donc là, on va vraiment créer une team sales, Ok. qui était vraiment inexistante jusqu'à présent. Ça, c'est un nouveau Et- défi pour vous, en fait. Voilà, Ok. clairement, dans le développement, ça va être le défi numéro 1. Donc c'est un défi pour les équipes RH, parce qu'il faut trouver, identifier ces talents-là. Puis tout, tu vas dans des pays, c'est comment tu recrutes ces gens, quel est le statut de ces gens-là, est-ce que tu les salaries, comment, enfin tu vois, il y a beaucoup de questions aussi qui tournent autour des Puis problématiques il y a RH. des sujets de culturels, même ne serait-ce que Oui. sur ton marché réglementaire, législatif, opérer des nouveaux marchés. En fait, il y a un vrai sujet autour de Manager ça. les gens à distance, Ouais, complètement. Ouais. ouvrir éventuellement un office sur place. Ok. Donc ça, c'est des questions qui vont se poser justement en début d'année. Ok. Mais dans un premier temps, voilà, on va avoir quand même des personnes locales Ouais. qui vont devoir justement aller à la rencontre des créateurs et puis séduire ces créateurs, leur faire adopter la plateforme. Donc on va avoir plein d'outils d'acquisition et de rétention pour ces gens-là pour qu'ils puissent découvrir justement les avantages de Mime Ok. et que ça peut leur permettre de monétiser intelligemment leur contenu. C'est quoi la remarque que tu as le plus entendue quand tu parles de Mime? Je te disais tout à l'heure au début de notre échange que je te demandais si tu n'en avais pas marre, en fait. C'est qu'on te pose toujours la question, en fait, en disant Mime, c'est une plateforme de porno. Ouais, tiens, je peux vendre mes pieds sur Mime. Ça, c'est marrant, les gens parlent beaucoup des pieds. Des pieds, ah ouais, Bah, c'est non, vrai. mais de tout. Ils ont une image de Mime parce qu'elle a été énormément véhiculée par beaucoup de candidats qui ont été exposés, notamment en télé. Et on a beaucoup d'influenceurs et de créateurs qui postent leurs liens
sur leurs réseaux sociaux. Donc forcément, les gros, suivis par 500 000 personnes, eh ben, on les connaît. Tout le Ok. monde les connaît, Ouais, bien sûr. avec leur histoire, leur parcours de vie, leur télé. Euh, donc souvent, on nous parle... Il y a cette image qui est assez amusante et qui est réelle, hein, qui est une réalité, c'est qu'on a énormément de... On a des gens aussi issus de ces univers-là, c'est-à-dire du glamour, du charme. Il y en a Ouais. qui n'est absolument pas la majorité, justement, du contenu, mais qui représente une part pas négligeable. Et c'est une grande part de la marge ou c'est En fait, globalement, que ce soit nos créateurs, quand tu regardes le chiffre d'affaires, la manière dont il est ventilé, c'est nous, on a à peu près 50% de créateurs, plus de 50% qui font du contenu lifestyle, autre, qui n'a rien à voir avec du contenu adulte. Et ça représente justement la moitié du chiffre d'affaires. Ouais, globalement, ouais, ces d'accord. gens-là, tu vois. Ok. On a aussi on a des candidats de télé qui s'inscrivent justement dans cette part de chiffre d'affaires, qui est du contenu grand public. Ouais, ouais, bien sûr. Tu Et vois, pourquoi les pieds, Pierre? Je me dis les pieds. parce que Pourquoi je pense que, en fait, ça... Tu sais, t'as réussi à analyser le truc. Pourquoi les gens te disaient en fait Je sais pas, apparemment, il y a des gens qui sont complètement fétichistes des pieds? panards. Ah ouais, d'accord, ok. Et puis, c'est une manière de monétiser sans montrer ton visage, peut-être. Ok. Je sais pas. Et ça, c'est classé comment? Si je suis quelqu'un qui présenterait que ses pieds et qui monétise du coup Écoute, ses je contenus t'avouerais, pieds, j'ai tu pas sais trop pas? de data à date sur cette niche là. Ok, Je sais que des créateurs le font ok. et que ça marche pour certains. Moi, je peux pas te donner trop d'infos, j'en Ah ai ouais, pas des d'accord. masses. Ok. Et tes principales red flags, c'est-à-dire vos lignes rouges aujourd'hui avec Gaspard, c'est quoi? Sur quoi vous mettez pas les pieds, justement? Sur quel sujet en fait vous opérez pas et que vous voulez pas opérer? Alors, c'est ce que je te disais un peu en préambule. On a vocation à être vraiment universel. Ok. C'est d'accueillir tout le monde. Mm. Après, il y a des secteurs sur lesquels on ne va pas parce que ça ne nous intéresse pas ou parce que touchy, si tu veux. Tout ce qui est le gambling sur la plateforme, le betting, enfin, tu vois, tout ce qui Ok. est paris, jeux en ligne, Ok. non. Ok. Parce que c'est pas notre ADN et puis parce que souvent, c'est des industries qui peuvent être à risque et qui peuvent être très bien gérées par ceux qui le font, mais en tout cas, nous, on ne le fait pas. Et Qui a là, un marché colossal, hein, parce que c'est monstrueux, ouais. sur Telegram, par exemple, enfin moi j'ai halluciné le nombre. Tu vois, en préparant cette interview là, j'ai regardé les plateformes qui étaient en concurrence avec vous et en fait, en vrai, c'est la jungle votre marché. Quand on essaye de monétiser du contenu, il y a plein de gens qui essayent des trucs qui sont extrêmement inventifs, quoi. J'ai trouvé que c'était assez incroyable. Euh, Tout à l'heure, tu disais qu'il fallait être agressif sur ce marché-là, mais c'est surtout, en fait, je crois, de faire les choses bien, qui est aussi une vraie clé de la réussite Oui, sur la durée, non? mais tu vois, pour répondre à ta question, Ouais. tout ce qu'on fera devra rester dans le cadre de la loi. Ok. Mais c'est pas des paroles, on le fait pour nous, on le fait pour les équipes. C'est un mindset qu'on a de manière, je pense, collective dans la boîte. Et, mais vraiment, c'est-à-dire que je te parlais d'anonymat, on avait même le souhait à une époque de désanonymiser les utilisateurs abonnés. Ah oui, d'accord, ok. Une partie de ces utilisateurs ne sont pas anonymes. Pourquoi? Parce qu'on leur propose de se désanonymiser Ok, en prouvant leur identité. ok. Donc certains d'entre eux le font. Et on voulait les inviter, les inciter davantage à le faire contre des avantages, ce genre de choses. Parce que notre souhait, c'était vraiment d'avoir une plateforme qui soit libre, mais d'un autre côté, sur lesquels Il y a un l'anonymat engagement, n'a pas ouais. sa place. Je comprends. Bon, côté utilisateur, c'est pas la priorité aujourd'hui côté produit, mais côté créateur, ça clairement, ça l'est. Et puis après, Bah, côté utilisateur, en vrai, si on se dit les choses et qu'on met les pieds dans le plat, c'est très compliqué si aujourd'hui tu vas avoir des contenus pour adultes, d'être complètement désanonymisé sur ces sujets-là. Moi, ouais, je mais trouverais tu que ça peux- serait assez logique. tu peux le mais, faire autrement parce que Il y a, nous, on a des il y a telles utilisateurs. barrières aujourd'hui, j'imagine, sur ces trucs-là qui paraît Alors, quand même compliqué. On n'a hein. pas que Non. ces créateurs-là et donc des utilisateurs qui s'abonnent, qui s'intéressent à ça, Ouais. mais on a des utilisateurs qui sont abonnés à d'autres créateurs. Donc tu peux avoir 1, 2, 3 abonnements différents. Donc tu peux très bien, par exemple, valider ton identité Ah ouais, dans le d'accord. cadre Je d'une comprends ce que tu activité dis. sur la Ok. plateforme où tu t'abonnes à un créateur et puis ça va servir, au final, ton compte va Ouais, être ouais. désanonymisé et après, dans le parcours, on sait exactement qui t'es. Ça veut Mais pas dire qu'on va stocker moi, je l'info. rejoins complètement ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où en fait il n'y a rien qui transgresse la loi, en fait, quel est le problème de pouvoir s'afficher? Enfin, globalement, et d'être aujourd'hui de pouvoir apparaître. Après, il y a l'âge. J'imagine. L'âge, c'est important. Ouais, Ça, c'est très important. Ouais. anonymat ou pas d'anonymat,
prouver l'âge de l'utilisateur, ça, c'est quelque chose qu'on met Ouais. en place. Et puis j'ai vu que vous aviez des technos complètement dingues pour ça. Ouais, la preuve de l'âge, c'est marrant parce on a testé plein de choses. Aujourd'hui, on a une solution qui est un outil simulateur d'âge. Enfin, c'est un outil d'estimation d'âge. Ok. C'est une techno basée sur l'IA, justement, qui va analyser ton âge par tes traits de visage. Ok. Et donc, tu peux décider de la pertinence de la vérification d'âge en fonction de... Tu vois, tu peux bouger le curseur en disant « Je veux être sûr que cette personne a plus de 15 ans ». Donc, dans ce cas-là, l'outil va être beaucoup plus agressif dans l'analyse. Donc, nous, on a une marge de sécurité qui est assez faible, enfin, qui est pas faible, qui est plutôt élevée, ce qui fait qu'on prend aucun risque. Ok. Et si la personne a 19 ans mais fait jeune, dans ce cas-là, on va lui demander, Un complément. voilà, dans ce cas-là, de prouver son identité par un autre moyen, par exemple avec le passeport ou la pièce d'identité ou le permis de conduire. Mais on ne prend pas de risque. Ok. Donc ça fonctionne très bien. On a initié d'autres tests avec des C'est hyper outils, smart en tout cas. des outils vérificateurs d'âge. Voilà, vous connaissez France Connect. Enfin, il y a Ouais. des choses qu'on a testées. Voilà, je pense qu'on est assez innovant dans la manière dont on a envie de proposer des solutions de vérification d'âge à nos utilisateurs. Ça, on le fait bien. Ça marche bien. Et ça, jamais on fera machine arrière là-dessus. Ça, c'est aujourd'hui, maintenant, ça fait partie de la norme chez MIM. Je reviens sur un sujet dont on a évoqué tout à l'heure. Tu me disais, je ne te donnerai pas les chiffres de notre budget qu'on a sur les 2 prochaines années, mais tu peux quand même me partager de là où vous aimeriez être avec Gaspard d'ici 5-10 ans avec cette boîte, avec MIM. Quel est votre objectif à toi, ton objectif déjà perso, et puis l'objectif de la boîte, c'est quoi? Alors, l'objectif, c'est d'avoir une vraie marque à l'inter. En plus, on a un nom qui est rigolo, MIM. Aujourd'hui, les gens parlent de MIM comme t'as son MIM, tu connais son MIM, c'est quoi ton MIM? C'est vrai, c'est très juste. Tu sais, c'est comme ces marques un peu fortes comme Lydia. Je te fais un Ouais, tout à Lydia. fait. Ouais, complètement. Ça, on le ressent. Ok. Il y a un vrai taux d'adoption. En tout cas, tu Ok. prends les 18-35 ans en France, la majeure partie des gens. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on voulait faire une étude justement de reconnaissance de marque. Les gens connaissent. Ben moi, j'ai posé la question, j'ai halluciné en Ils fait. connaissaient tes enfants? Mais alors, j'ai pas posé la question à mes enfants, mais j'ai posé la question à plein de gens autour de moi. Ils m'ont tous dit, en fait, bien sûr, Mime, je connais. Ouais. Bon, bah tu vois. Tu vois, enfin, je veux dire, il y avait peu de doute là-dessus. Et d'ailleurs, tu dis 35 ans, moi, j'ai des copains qui sont un peu plus âgés que ça, Oui. et qui m'ont dit, en fait, on connaît. Alors, c'est aussi beaucoup lié à ta visibilité dans les médias. Tu as été quand même très présent pour être l'ambassadeur aussi, toi aussi, hein, de ce que vous faites avec Gaspard. Ouais, Et donc, et pourtant, on court pas après. Ok. Pour l'anecdote, mais Ouais. J'allais te poser la question justement. mais c'est l'occasion pour nous quand on a sur certains médias dont on estime que c'est important parce que soit il y a une actualité particulière, soit parce qu'il y a une approche et l'envie de répondre à certaines personnes qui nous donnent envie, et ce qui est ton cas, tu vois. Ouais, merci. Là, on le fait, mais on n'a jamais couru, si tu veux, après Ok. la médiatisation. Je pense que Gaspard et moi, on est de nature plutôt, en vrai, discrète au Ok. final. Et donc, on le fait pour servir l'intérêt de la boîte, mais pas pour servir notre intérêt perso. Ouais, je comprends parfaitement là-dessus. Et donc, l'ambition de la boîte, c'est con, mais c'est quand même une satisfaction. Là, pour le coup, sans parler d'ego, mais c'est une vraie reconnaissance de savoir que ta boîte, elle est connue à l'inter. C'est une belle reconnaissance, en tout cas pour tous les gens qui bossent dans la boîte. Ouais. Parce que ça a un impact fort. Il faut savoir qu'on a des créateurs qui vivent grâce à cette plateforme. ouais, non, moi, C'est ça, je des trouve ça gens qui incroyable. en vivent. Ouais. C'est leur job plein temps. C'est-à-dire qu'en plus de tes 70 salariés, aujourd'hui, tu sais dire combien de personnes vivent de la plateforme Mime? Tu vois, Ah oui, bah si je te dis qu'on en a à peu près un peu moins de 30 000 qui génèrent des revenus tous les mois, on en a presque plus de la moitié qui en vivent à plein temps. ah ouais, c'est fantastique. Donc C'est-à-dire que tu Donc, fais un salaire à 15 000 personnes. Enfin, t'en fais à 30 000 personnes qui ont un revenu récurrent, c'est-à-dire tous les Ouais. mois, et 15 000 qui pourraient complètement sortir un revenu uniquement avec ça. C'est incroyable. Hein. Et donc, pour répondre à ta question, on a vraiment envie d'en faire une boîte très forte dans ce secteur, qui soit Ok. vraiment une marque établie, forte, qui fasse partie du top 3 des boîtes de la Creator Economy. Ah ouais, ok. Ouais, clairement. C'est un vrai challenge de se lancer à l'international. Et donc, on a envie de le relever et on va y arriver. Ok. Et puis après, voilà, là, on a un vrai challenge qui nous attend sur les 3 prochaines années, Ok. clairement. Après la suite, tu sais, on est dans des secteurs qui bougent vachement. C'est très particulier. Tu vois, on n'est pas dans le secteur industriel comme toi, sur des boîtes avec de la transmission. C'est un peu différent, tu vois. Donc, l'avenir, nous, on est très clair avec nos équipes. C'est dire, tous ensemble, on va faire quelque chose d'incroyable.
en vrai. On a envie d'avoir les mêmes équipes qui nous suivent le plus longtemps possible. On a envie d'avoir une marque forte, des applications sur les stores. On a envie d'être reconnu. On a envie d'être un véritable aussi allié dans les pays dans lesquels on œuvre pour justement offrir des solutions qui soient une solution qui soit très même coopérative, par exemple avec les administrations locales, pour faciliter la vie des créateurs, mais aussi faciliter la vie des administrations locales sur les déclarations de revenus, sur ce genre de choses. Tu vois. Et ça, voilà, ça c'est notre challenge. Et puis après, on verra comment ça... Tu sais pourquoi je te posais la question, Pierre? Parce que dans le monde dans lequel toi t'évolues, en fait, il y a des fonds qui rentrent, il y a une dilution du capital et qu'il y a des clauses de rendez-vous. C'est-à-dire que le fonds, il n'a pas pour vocation à rester toute sa vie et que souvent, en fait, les fondateurs, les entrepreneurs, en fait, ils font un exit à un moment et ils passent à autre chose. Et en fait, ils mènent des vies qui sont entre 5 et 10 ans, en vrai, tu vois. C'est un peu ça qu'on voit, tu vois, dans ce business-là, pour certains beaucoup plus rapide parce qu'ils ont explosé. Alors, quand je dis ils ont explosé, c'est qu'ils ont fait une grosse valorisation, c'est pas pour autant qu'ils ont gagné beaucoup d'argent. Et pour le coup, vous n'avez pas cette clause de rendez-vous, puisque aujourd'hui, votre capital, il est détenu à 100% par Pierre et Gaspard, par vous deux. Et donc, c'est pour ça que je me posais cette question-là, de dire, en fait où c'est que tu veux emmener ta boîte et quel est ton avenir à toi perso? Parce que, en tout cas, c'est ma vision des choses, c'est que je me dis, en fait, même si j'ai à chaque étape dans ma boîte et de ce que j'ai fait, j'ai toujours voulu être le plus performant possible et passer à l'étape d'après, etc. Sans forcément, et c'est assez étonnant, il y a un parallèle avec vous, sans forcément un plan, tu vois, très établi, en se disant, en fait, moi, je vais aller là dans 10 ans, et voilà, pas ça. Mais quand même, tu vois, ça m'intéresse de me dire, en fait, quelle est ton ambition à toi, Pierre? Est-ce que cette volonté, c'est de se dire, on va faire le leader européen, international, puisque les US, l'Amérique latine, et ensuite, nous, on sort. C'est quoi? À vous deux, vous en parlez avec Gaspard? Oui. Okay. Enfin, oui, mais on a conscience qu'on est dans une industrie qui évolue très vite. Et pour te dire, quand je te dis très vite, c'est que on a changé, par exemple, notre feuille de route au mois de juin dernier, puisqu'on avait vocation à... Donc, plateforme universelle. Et en parallèle, on est en train aussi, par exemple, on a envie aussi de créer d'autres plateformes dans le même... Enfin, quand je dis dans le même secteur de la creator economy, offrir des outils, une plateforme en libre accès qui permet de monétiser intelligemment. Et donc pour ça, on est en train par exemple de travailler sur un socle qui va être notre V3 et qui va être un socle beaucoup plus performant parce qu'il va être en capacité justement d'hoster plus de contenu, plus de charges. On va travailler beaucoup plus en API, ce qui n'était pas le cas sur la version actuelle. Donc pour ceux qui connaissent un peu les sujets que j'aborde là, ça, c'est quelque chose qui a été décidé, par exemple, avant l'été, qu'on est en train de mettre en place. Donc, c'est des projets de développement parallèles à ce qu'on est en train de continuer à développer à date. Avec ça veut dire que ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu veux opérer dans le secteur de la creator economy et qu'en fait, MIME, ça sera aujourd'hui un moyen d'y opérer, mais pas le seul. Par exemple. Ouais, ok, d'accord. Ouais, exactement. Bon, en tout cas, et de toute façon, cette V3, on la développe en parallèle pour aussi anticiper la croissance qui va être la nôtre dans les 2 prochaines années. Clairement, cette V3, si demain on a 10 fois plus de trafic, la V3 pourra supporter sans problème ce trafic-là. Ça veut dire que ton objectif, c'est de faire 10 fois plus que 100 millions, c'est ça? Ouais, ça si je fixe l'objet, tu vois, si on arrive à mettre un peu des chiffres en face, c'est ça. En fait, si elle est prête pour 10 fois plus de trafic, ça veut dire que... veut, c'est déjà retrouver la croissance qu'on a pu avoir les premières années dans des pays sur lesquels on n'est pas aujourd'hui. Voilà. Et donc, on veut être capable de reproduire justement ce taux de croissance sur l'Allemagne, sur l'Amérique latine, mais aussi sur les US. Ouais, ok, compris. Et ça, on sait qu'on peut le faire. Il faut juste se donner les moyens de le faire. Donc, faut le faire. Ça voilà, c'est notre objectif, c'est d'arriver à répliquer ce qu'on a fait sur la France dans d'autres pays, d'être un leader clairement européen. L'avantage, c'est qu'on a la proximité. Il y a des pays sur lesquels on a de la maîtrise et pour lesquels c'est facile même de manager localement. On a des pays qui sont très friendly, qui ressemblent beaucoup à ce qui se fait en France. Hein. Ouais. Et nous, on le voit, tu vois, par exemple, on fait des salons qui sont dans notre industrie, que ça soit, tu vois, ça peut être en Allemagne, ça peut être à Londres, ça peut être... Donc c'est plus facile, les équipes peuvent bouger plus facilement, c'est plus facile même de recruter, de manager, parce que manager à distance c'est compliqué, tu vois, pour les US va se poser la question d'avoir c'est un vrai sujet, un bureau sur place.
Donc oui, pour répondre concrètement à Et toi, ça à te ta chauffe question. d'aller t'installer aux US Alors la question s'est beaucoup posée Ouais. pour, pour nous, pour l'équipe fondatrice. Mais on a des vies Ouais. personnelles qui, malheureusement, à date, nous en empêchent. Ok. C'est pas très intéressant, voilà, mais des vies familiales. Bah, ça fait partie, enfin, je crois que ça fait partie en tout cas de l'écosystème dont il faut faut prendre compte du sujet. Ouais, moi, C'est- tu vois, c'est pas, moi, je suis divorcé, j'ai des enfants, Ok. donc je peux pas, tu vois, Ouais, bien sûr. partir. Ouais, je comprends. Et la vie de Gaspard, elle est aussi différente. Gaspard, il a 4 enfants. Ok. Tu vois. Donc c'est plus compliqué. Mais je te dis ça, et puis lui ne s'interdit pas. Ouais. Mais c'est des réflexions qui sont lourdes. Et vous vous dites, dans 10 ans, on sort et chacun, on prend un billet. C'est ça que vous vous êtes dit Alors, tous les je deux? vais te parler transparent. Avant ça. Ok. Mais pareil. Vous avez envie de faire un exit financier. Ça veut pas dire forcément laisser le... Oui, puis peut-être qu'on ne sait pas ce que l'avenir réserve. Là, déjà, on se fixe un cap à 3 ans où on sait qu'on a un gros challenge qui nous attend. Ok. Mais on n'est pas du tout en capacité de se dire que deviendra MIM dans 4 ans. Ouais. Si ça se trouve, il y aura un pays qu'on n'avait pas anticipé qui va émerger. Si ça se trouve, avec la V3, on aura lancé une activité qui va nous exciter fortement parce qu'on on aura le sentiment de repartir de zéro sur un marché nouveau. Et puis, dans ce cas-là, on dira, bah, tiens, on délègue, on laisse la marque MIM et on se concentre sur autre chose. Peut-être qu'on aura envie de faire autre chose. En tout cas, vous avez un projet d'exit, c'est ça que tu dis, dans quelques temps. Et ça, on en a même parlé aux équipes, on en parle. Ok. Tu vois, typiquement, c'était des sujets dont on ne s'est pas caché, mais qui sont... C'est trop tôt pour, c'est trop tôt pour les aborder. Ouais. On n'a pas du tout de date. Là, on sait qu'on a des vrais challenges et la priorité, c'est ça. La priorité, c'est loin d'être l'exit. Ouais, bien sûr, je comprends. Et l'exit, ça sera si on a vraiment réussi notre pari, d'être vraiment un des vrais leaders. Si c'est pour être un outsider pendant encore 4 ans, ça ne nous intéresse pas. Je comprends. Donc, dans ce cas-là, on verra. J'aime bien ce mindset, c'est-à-dire opérer pour devenir le leader. Moi, je trouve que c'est une bonne dynamique pour tout le monde, d'ailleurs, pour tes équipes. Hein. Moi, je le vois avec mes équipes, c'est-à-dire que on n'a pas tout à fait la même dynamique quand on leur dit en fait on va être les meilleurs et les plus forts et on va être les leaders sur notre marché, que si on se disait on va faire aussi bien que ceux qui sont déjà présents. Je comprends parfaitement ça. Ouais, et puis tu sais, nous on a quand même bien kiffé avec Gaspard au départ parce que voilà, on a besoin aussi d'avoir une boîte qui se stabilise. On a bien structuré la boîte. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, on aura envie d'un peu de, quand je dis de profiter, mais de profiter de la boîte, hein, d'être avec les équipes et d'avoir plus de hauteur. Ouais. Là, on est quand même opérationnel, mais on est sur plein de sujets qui sont complètement différents que j'aurais pas du tout imaginé il y a encore 2 ans. Le démarrage, Tu vois, que ce soit des sujets de structuration de groupe, de structuration des équipes, que ce soit des réflexions qu'on a avec... on est beaucoup entouré. Et t'aimes faire ça d'avocats, parce qu'il y a plein de sujets. Ouais. Bah, en fait, je trouve que ce qui est chouette, c'est d'apprendre. Ouais. Tu vois, il y a faire du lobbying. C'est un vrai sujet. Ouais, complètement. Et donc, on est accompagné et on rencontre plein de gens extraordinaires. C'est-à-dire que t'as pris des gens qui t'accompagnent sur Oui. le lobbying, pour faire bouger justement les lignes de ton métier. Exactement. Ouais, tout à fait. Qui sont enfin, tu vois, c'est une industrie qui est aussi nouvelle. Et il y a pas mal de choses. On échange aussi beaucoup avec l'ARCOM, tu sais, l'ex-CSA, qui a vocation justement à bien réguler l'espace numérique. Comment on protège nos enfants, comment on protège les internautes. Mais c'est des vraies questions clés sur lesquelles on a vocation à être un acteur proactif. On n'a pas envie de subir, on a envie d'accompagner aussi ces instances pour leur expliquer comment fonctionne cette industrie et techniquement ce qu'il est capable de faire. Ouais, tout à fait, je comprends complètement. Le fait d'avoir de la maîtrise sur l'âge des utilisateurs, qui mieux que nous sommes en capacité d'expliquer quels sont les technos qui existent, c'est quoi les points de friction, qu'est-ce qui marche, combien ça coûte, est-ce que c'est supportable par une boîte comme la nôtre, leur faire découvrir d'autres solutions que ces instances n'auraient pas eu à leur connaissance. Et c'est vrai que ça, c'est un nouveau métier. Tu vois, moi, je fais, par exemple, aujourd'hui, une grande partie de mon temps, de mes journées, c'est du juridique et de la finance. Je suis pas sûr qu'il y a quelques années, en fait, je suis pas sûr d'adorer ça. Déjà, aujourd'hui, je suis toujours pas sûr d'adorer ça, franchement. Vu que c'était dur, je me suis dit qu'il fallait que je comprenne assez rapidement comment ça fonctionne et que je sois un peu à l'aise là-dedans pour que ça soit moins pénible. Mais tu vois, moi, je sais que mon quotidien a changé et que mon quotidien, il est essentiellement tourné aujourd'hui vers
signer des contrats, discuter avec des partenaires financiers. T'aimes bien faire ça? Regarder bien. Je suis pas sûr de bien aimer faire ça. Franchement, c'était vachement plus sympa d'opérer avec les équipes, d'aller voir des clients, traiter des grandes opérations, etc., de manager des bonhommes. Enfin, moi, je trouvais ça vachement plus sympa, mais mon job a complètement changé, tu vois, en Ouais, quelques bien sûr. années. Et c'est lié avec la croissance. C'est pour ça que je te posais cette question-là. Et cette logique de lobbying, nous, on a un métier qui est assez jeune, tu vois, les métiers des travaux en hauteur, les travaux sur corne, c'est un métier qui a moins de 30 ans, tu vois, à peu près. Euh, et en fait, on a encore besoin de le structurer, qu'il y ait une vraie réglementation. On a peu de réglementation autour de ça. Et donc, du coup, ça fait vraiment écho avec ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on fait un gros travail pour essayer de faire bouger les lignes, etc. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je m'éclate, je pense encore. C'est qu'en fait, je continue à apprendre et à m'éclater, tu vois, à essayer de découvrir de nouvelles choses que je n'avais pas appréhendées, un peu comme toi. Mm. Et tu sais, parfois ça me manque de moi être sur le terrain et de Ouais, pas ouais. pouvoir être en échange directement avec les Ouais. créateurs. J'essaie de le faire, mais ça manque parce que c'est concret. Moi, je suis un type, je me connais, j'ai besoin de concret. Ouais. Et ça, c'est très concret. Mais en fait, il faut pas perdre. Et encore une fois, on peut se le permettre parce qu'on est une petite boîte. Il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas de boîte et il y en a qui ont des très grosses Ouais, boîtes. ouais. Mais moi, ce qui est important pour moi, et il faut apprendre, il faut se connaître, hein, c'est le contact avec les équipes. Ça, pour moi, c'est important. Ouais, c'est ce que tu Et tu dis. vois, le télétravail, Ouais. ça, même moi, ça m'a intellectuellement, ça bute un peu. Ouais. Ça bute un peu parce que moi, le plaisir, je l'ai quand je suis au bureau et Mm. que je parle aux équipes. C'est là où je vois comment ça avance. Mm. Puis parce que humainement, enfin, moi, j'ai besoin d'être au contact des gens, de parler. Ça va pas. Viens, je vais te mettre une branlée au ping-pong. Viens, on va découvrir ce nouveau resto, Ouais, ouais. c'est sympa, etc. Et c'est comme ça que la boîte avance plus vite aussi, je trouve. Bah, tu sais, moi, j'ai beaucoup de chance parce que nos métiers, aujourd'hui, ils se font sur les opérations, sur les chantiers. Et qu'en fait, j'ai expliqué à mes équipes que c'était très compliqué, en fait, qu'on ait une partie de nos équipes qui soit chez eux sur leur canapé en train de bosser. Je dis pas qu'ils bossent pas, hein, mais qu'on ait une autre partie de notre entreprise, en fait, qui soit sur les terrains et qu'ils n'aient pas le choix et qu'ils puissent pas faire de télétravail. Et je trouvais que dans une logique de solidarité, en tout cas, c'était important que tout le monde, en fait, ait la même logique d'aller le matin, de se lever pour aller au boulot. Et je passe toujours pour un extraterrestre quand je dis ça, mais moi, j'ai besoin d'être avec mes équipes. Moi, j'ai besoin de rencontrer les gens avec qui je bosse tous les jours, pour voir comment ça se passe, pour leur donner les conseils, mais aussi pour qu'ils m'expliquent quelles sont leurs difficultés, que je puisse pouvoir les aider. Et ça, en fait, si tu le fais en remote, ça me paraît compliqué, tu vois. Pierre, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé aborder, des questions que je t'ai pas posées, que j'aurais dû absolument te poser? Non, alors ce que je peux te dire, moi, il y a quelque chose que j'ai appris, et si ça peut servir des gens qui écoutent et qui vont Ouais. au bout et qui ont eu la patience d'aller Ouais, ça fait un moment, ouais. jusqu'aux 2 heures d'enregistrement. Euh, Quelque chose que j'avais retenu, mais qui est vrai, c'est de toujours, dans la manière dont soit dont tu manages, soit en tant que salarié, t'opères dans ton département, d'avoir de la mesure dans tout. C'est vachement important parce que ça laisse pas de place à l'appréciation. Quand tu vas fixer tes objectifs à tes équipes, il faut que tout soit mesurable. Quand tu vas, par exemple, changer ta stratégie commerciale ou changer, par exemple, dans ton produit, tu vas faire évoluer une petite chose dans ton produit, tu as pris une décision, il faut être capable de mesurer l'impact. Tout mesurer. Et, et ça, c'est clé, et je pense que c'est transposable dans tous les business. On peut améliorer que ce qu'on mesure. Moi, je dis sous ça en permanence, et donc Ouais. je comprends exactement ce que tu dis. Et je voulais écrire partout dans nos bureaux, c'est que il faut donner des chiffres. J'ai du mal toujours avec mes équipes. Tu vois, je passe beaucoup de temps à leur expliquer ça, en leur disant en fait, venez pas me dire que vous avez beaucoup travaillé ou que vous avez rencontré beaucoup de clients. Combien tu as rencontré de clients? On a pas beaucoup des SAV ce mois-ci. Ça veut dire quoi? Pas beaucoup. Moi, je ne sais pas si tu veux mesurer des choses quand il n'y a pas un chiffre au bout. Et je pense que là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est qu'en fait, tout ce qu'on mesure, on peut l'améliorer. Par contre, ce qu'on ne mesure pas, c'est compliqué. Puis les chiffres ne mentent pas. Ouais, mais c'est vrai, c'est quelque Ouais. chose qu'on m'avait dit Ouais. qui m'a servi dans le sens où je sais qu'on a des équipes qui sont très, très portées sur la mesure. On a des équipes. C'est top, c'est une super Au-delà d'avoir culture, ça. une équipe Ouais. data qui s'est constituée, mais je sais que côté COMEX, on a des personnes qui sont très responsables et qui mettent de la mesure effectivement dans tout. Et le mettre sur la partie RH, c'est important. Ouais, Sur les complètement. objectifs des équipes, ça souvent on y pense moins, mais ça c'est quelque chose qui est clé. Pour mieux Top. driver tes équipes et même quand tu es salarié, quand tu sais que tu es attendu sur des choses qui soient très mesurables,
poses pas de questions. Ouais, je suis assez Et d'accord avec toi. tu contesteras jamais ton variable si tu l'as pas. Ouais, ça, c'est certain. Entièrement d'accord. Merci beaucoup, Pierre, d'être venu là-dessus. On s'est Merci dit au début, est-ce que il fallait que tu me dises si je t'ai coupé trop la parole ou si j'ai trop parlé. Non, je te confirme. Non, ça va, je me suis amélioré. Moi, j'ai beaucoup parlé. Non. Ouais, c'était super. En tout cas, merci beaucoup d'être venu chez nous. Tu es un modèle de croissance, vous êtes un modèle de croissance et je te souhaite de continuer et de manger le marché allemand, et le marché brésilien et le marché US. Je suis sûr que vous allez y arriver. En tout cas, merci, mais tu sais que moi, j'ai peut-être un rêve aussi, et ça serait un jour de poser autre chose sur la Tour Eiffel, tu vois. Ça, c'est pas moi qui le fais avec mon taf. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est toi qui poses des anneaux sur la Tour Eiffel. Ouais, tout à fait, ouais. C'est toi qui poses des bâches. Moi, je suis très loin de ça. Moi, je suis sur une activité pure digitale. Alors, c'est moins concret, mais aussi bravo à toi. Merci. Merci, Pierre. C'est Xavier.